Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Interséance, un podcast où on débat, réfléchit et partage sur un film qui a marqué le mois et tiens, mais que voilà. Mais oui, c'est le comeback d'une des plus grandes sagas d'action du cinéma, 9 ans après Fury Road qui a tout écrasé sur sa route. C'est son préquel Furiosa qui vient à nouveau faire exploser des bagnoles à 200 km/h dans un désert radioactif. Bonjour les petits zigouigouis, comment ça va? Alors Très non, bien. tu fais plus ça. Quoi, les zigouigouis ça a pas marché? T'aimes pas les zigouigouis? Non. Oh. Vous infantilisez un peu trop là, je trouve. Voilà. Complètement même, je vous méprise un petit peu, ça va Olivier? What a lovely day. Ah, il est temps de cramer du carburant. Et oui, nous allons donc dédier cet épisode complet à Furiosa, une saga Mad Max réalisée par George Miller et le 5e épisode de la saga Mad Max. Alors, pour donner un peu de contexte, le premier épisode sorti en 79 était à l'époque le film le plus rentable de l'histoire et a fait connaître George Miller au monde entier. S'en est suivi, assez logiquement, deux autres suites qui sont Mad Max 2 Le Défi en 81 et Mad Max 3 Beyond the Thunderdome en 85 avec Tina Turner, posez pas de questions. Et si vous étiez là en 2015, vous n'avez pas pu passer à côté de Mad Max Fury Road, toujours réalisé par George Miller qui vient recréer sa saga 30 ans après. Ce film est considéré par beaucoup comme l'un des films les plus importants de la décennie et un monument du cinéma d'action toujours inégalé aujourd'hui. Comment vous décririez Mad Max Fury Road en un mot? Décevant. Je vais t'enculer. Go for Non, it. je vais pas m'énerver. En un mot, Tanguy. Bah, c'est génial en fait. Pour Un l'avoir mot. revu, c'est Un absolument. mot. C'est génial, génial. Il y en a deux déjà. Génial, c'est deux mots. C'est incroyable. Voilà, super, je pense que vous êtes toutes... Moi, j'avais pensé à gasoil, mais ça marche aussi. Voiture. J'ai- Vélo. Décevant. Décevant. Pourquoi? Énorme manque d'émotion, d'humain, beaucoup trop lisse. Road. Fury Road était un film synthétique qui a trahi le côté renégade, rebelle et iconoclaste de la série Mad Max. C'était censé être une saga qui était extrêmement enfant terrible, politiquement incorrecte, qui était son essence c'était c'était d'être rebelle. Fier de lui. Fury Road a coché tous les cases pour un film d'Hollywood bon enfant à l'époque, couvert avec un sorte de veneer, une façade qui est violent, un peu punk. C'était très... donc j'étais très déçu. En revanche, Furiosa, j'ai adoré. Alors, tu dis ça après, mais sache que tout ce que Oui, tu as parce dit... qu'en fait, c'est pour moi, enregistré c'était- du coup. Tout ce que tu as dit, pour moi, c'était équivalent. Voilà, ce sont mes arguments. Ça, c'est un retour, mais ta répartie, Maxime, c'est incroyable. Je ne sais pas On est comment... vraiment en cours Je de vais... récré. Pourquoi tu C'était. fais pas à Arte? Pourquoi j'ai t'as pas fait la Fémis? Pourquoi j'ai pas fait la Pourquoi famille? Au Pourquoi? lieu de manger de la colle. Pourquoi tu l'as pas fait? Hein? Pourquoi tu donnes pas des cours d'art oratoire? Pourquoi je donne pas? Mais parce que sinon, je peux pas dévoiler mon secret, sinon... Ouais. J'ai pas fait la Fémis parce que je suis pas aussi intelligent que toi, Maxime. C'est Voilà. cohérent, c'est pour ça, Ouais, oui. ouais. C'est Ah oui, logique, hein. finalement. Pourquoi est-ce que tu... Moi, je donne des, plateau de je donne des cours de travelling débat à Gabriel Attal, c'est pour ça qu'il gagne mon secret. Je m'en vais de ce débat. Je m'en vais. Il y a Gabriel Oh, Attal qui t'appelle après. Gabi, non, arrête. On parle de tout sauf du film. On avait dit qu'on en reparlerait à la fistinière, Gabi. Et aujourd'hui, 9 ans après, nous voilà avec un préquel centré sur Furiosa, un personnage qui voulait déjà la vedette de Max dans Fury Road, interprété par Anya Taylor-Joy qui vient remplacer Charlize Theron. Et je vous laisse tout de suite avec la bande-annonce. À vos marques! Prêts? Partez! Où tu t'en allais? Avec tous tes espoirs? Il n'y a aucun espoir! Si tu le trouves, il est à moi. Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Dementus. Alors qu'elle tente de survivre à la désolation, à Immortanjo et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. Alors du coup, les enfants, les igouigouis, comme je vous adore vous appeler, oui, c'est rigolo, hein, c'est rigolo. Je propose qu'on fasse un petit tour de table, parce que
on est sur une table. Mais d'abord, j'aimerais bien que chacun vous me dites brièvement votre rapport que vous avez un peu à la saga par rapport au précédent film sorti et qu'est-ce que vous attendez de Furiosa. Tanguy, t'es le plus calé, je pense, entre nous par rapport à cette saga. Ok, bah, évidemment, du coup, la saga Mad Max, c'est une saga que j'aime énormément, sachant que j'aime aussi beaucoup Mel Gibson, donc j'étais un peu obligé de découvrir ces films-là. Fury Road m'avait mis une claque à l'époque, vous pouvez pas savoir, j'avais quoi, 14 ans, 15 ans, je sais plus, mais ça m'a mis une claque où je suis parti dans un trip post-apo, vous avez pas idée de toutes les œuvres que j'ai enchaînées dans ce thème-là, et voilà, bah, j'attendais beaucoup de Furiosa, parce que je voulais revoir cet univers. En plus, ce film-là, on l'attend depuis longtemps, ça fait 9 ans depuis le dernier film. Et je laisse tourner, on en parlera plus tard. Voilà, mais juste, j'aime beaucoup cette saga, j'attendais beaucoup de ce film. Voilà. Très impatient. Olivier? Mad Max est une saga qui est particulière pour moi parce que c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé à m'intéresser au cinéma et surtout le cinéma dont je n'avais pas le droit de regarder. Quand j'avais 8-9 ans, il y avait un gamin dans ma classe qui s'appelait Max. Et un jour, je l'ai appelé Mad Max en référence à Mel Gibson. Je n'avais jamais vu le film. Mais car j'avais 8 ans et on vivait aux États-Unis, et les États-Unis, c'est politiquement correct à un niveau dément, la prof a pété un câble parce que je parlais d'un film qui était interdit au moins de 12 ans, 16 ans. Et donc, et après qu'elle m'a gueulé dessus, je me suis dit, il faut absolument que je regarde cette série. Et cette série m'a profondément marqué. Yeah. Et toi, Léa? Eh bien, moi, j'ai découvert l'univers de Mad Max avec ce film-là, le 5e. Donc, je n'avais pas d'attente particulière. En vérité, j'ai juste revu Fury Road avant de voir Furiosa. Voilà. Et puis, j'ai adoré, mais ça, c'est pour plus tard. C'est pour plus tard, très bien. Et moi, pour terminer, je me suis mis une petite déterre à regarder plusieurs films de George Miller, parce que c'est un cinéaste que je connais assez peu finalement. Il est cool à Pifit. Hein. Happy Feet est trop bien. Et son meilleur, et peut-être un des moins connus, ça reste 3000 ans à t'attendre d'ailleurs, qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Mais 3000 ans à t'attendre, tu vois. Tilda Swinton, on en parlait. Tilda Swinton. J'ai juste pas vu Babe le cochon, mais je sais pas. Oh putain, fais chier. Pardon. Il s'en va, il se lève, il se barre. Mais du coup, c'est un cinéaste que je connaissais très peu, mais extrêmement intéressant. J'avais juste vu Fury Road comme beaucoup à l'époque de sa sortie. Et pareil, énorme claquasse, des images qui gravaient dans la rétine. Et je trouve que c'était un très grand film. Je l'ai revu récemment et j'ai été encore plus bluffé par Fury Road. C'est assez dingue de voir qu'en 10 ans, on n'a jamais fait mieux en termes de juste de découpage de l'action, de création d'univers avec si peu juste en si peu de temps, avec une telle efficacité, tellement ludique, tellement intelligent, vraiment magnifique. Donc oui, j'avais une énorme hype avant d'aller voir Furiosa, surtout que je me suis vraiment encadré. J'ai revu Mad Max 1, 2 et 3. Un avis très vite. Mad Max 1, c'est pas ouf. Mad Max 2, c'est le meilleur. Pardon. Mad Max 3, il y a Tina Turner, pourquoi? Non, c'est rigolo. Mais c'est super. C'est un truc que je dois juste retenir des films que j'ai vus. C'est super intéressant de voir à quel point George Miller a réinventé la saga Mad Max à chaque épisode. Et c'est absolument passionnant. Et je pense que c'est à ça que devraient ressembler des sagas de nos jours. Ce n'est pas un copier-coller de l'épisode précédent dans une espèce de contenu formaté. C'est justement réinventer une forme à travers l'univers. Comment est-ce que je peux réinventer mon arène, mon univers à chaque film? Et c'est exactement ce qu'il fait avec Furiosa. Alors peut-être qu'on peut enfin passer à nos avis sur Furiosa. Let's go! Bah tiens, je te sens très engagé, Léa. Est-ce que tu veux commencer? Ou est-ce que... Non, vas-y, Tanguy. Alors c'était nul. Non, c'est faux. Pas vrai. Je commence. Tu commences. Alors, j'ai beaucoup aimé ce remake de Conan le Barbare. Non, je plaisante, mais je suis sûr que les gens qui ont vu les deux films vont comprendre ce que je veux dire par là. Je suis encore un peu mitigé sur ce que j'ai pensé du film. Encore une fois, j'avais revu Fury Road juste avant. Et comme tu disais, il réinvente toujours cette saga. Et là, on est à l'opposé, déjà ne serait-ce qu'en termes de rythme, de Fury Road. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus mythologique. Même si tu avais des notions comme ça, évidemment, dans Fury Road aussi. Beaucoup plus... comment dire, porté sur la narration, mais ça veut rien dire, c'est un film, c'est tout le temps porté sur. Mais sur le récit, sur le mythe, sur le récit, voilà, du sur héros. le mythe du héros, sur le truc comme ça. Et c'est très très intéressant, mais il y a quelque chose qui je trouvais beaucoup plus artificiel dans ce film, personnellement. C'est peut-être à cause de la CG, c'est peut-être parce que c'est beaucoup plus peut-être. Il y a encore un système à la con de chapitrage que je déteste, avec partie 1, machin truc. Ça, je trouve que ça ne servait à rien. George Miller, t'es beaucoup plus intelligent que ça pour nous faire des transformations comme ça.
c'est plus. J'ai trouvé ça plus formaté étrangement. Mais Mhm. encore une fois, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de voir les trucs comme ça. Voilà. Si je devais faire mon avis, ce serait ça. Tout à fait. Ça tranche avec la radicalité qu'on avait eue avec Fury Road, de rendre quelque chose d'un peu plus consensuel. Bah, c'est ça, c'est que pour faire bon, on part direct sur la critique, mais pour faire quand même l'ouverture de Fury Road comparé à l'ouverture de Furiosa, on a vraiment Furiosa, ça prend son nom. Il y a carrément un énorme plan sur la planète où on arrive là-dessus, il y a un bonhomme qui passe en incrustation. Ça fait vraiment, en plus, c'est un truc que j'aime bien avec George Miller, c'est que même dans Fury Road, il refait des effets qui datent vraiment des années 80, genre Ouais. l'accélération et trucs comme ça, mais il arrive à te les rendre. C'est génial. Alors, en fait, bon, moi j'aime bien ce genre de truc. Je pense qu'il y a des gens, ça peut faire bizarre. Moi j'aime bien. J'ai trouvé ça cool. Et c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser à Conan, parce qu'en plus des décors qui sont très similaires et qui ont un peu les mêmes thèmes aussi mythologiques, avec un narrateur, avec les historymen, qui sont très intéressants comme concept. Je suis parti très loin. Je vais peut-être vous faire tourner les trucs. Mais On termine là-dessus. voilà, j'ai trouvé que c'était un film. C'est pas que je n'aime pas ce film. Je trouve qu'il est bien, il faut aller le voir. Puis je veux qu'il démarre pas très bien malheureusement. Mais je pense que c'était un peu long. Ça fait 9 ans que les gens attendent en fait une suite à Mad Max, et de le sortir là et d'ensuite nous rappeler constamment pendant le générique de fin, ah, tu te souviens de Fury Road, c'était bien. Je trouve que c'est un peu dommage. Voilà. C'est un peu brouillon. Non, je vois très bien, c'est très clair. Et juste pour continuer sur ce que tu as dit, en effet, le film est en train de se planter phénoménalement. Il fait un bid énorme. Pour l'instant, c'est un échec. Par rapport à ce qui était attendu, il fait 25 millions de dollars là. là actuellement, je sais qu'il fait 70% de moins que Fury Road à l'époque. Il fait énormément de moins. C'est vrai que c'est marrant, je m'attendais que ce soit la planète des singes qui bide Et ben non, cette il année, marche et non, super c'est bien. l'inverse. C'est l'inverse, il marche. Tous ceux que super bien. j'aimais et je pensais qu'ils allaient marcher, ils ont bidé. Moi Et ça, aussi. C'est d'une Bon, bah. tristesse. C'est très triste. Mais toi, Olivier, donc. Alors, quand tu regardes le premier Mad Max, il y a quelque chose qui est remarquable. Quand tu regardes le générique, tu vois qu'il y a 30 noms qui apparaissent. Il y avait genre 30 personnes qui travaillaient sur le premier Mad Max. Sur Furiosa, tu as des milliers. De voir un réalisateur prendre une idée, un réalisateur qui vit dans le outback en Australie avec rien, pas de télé, pas de cinéma, avoir cette idée qu'il fait avec une équipe de guérilla filmmaking comme on dit, et pendant une période de presque 50 ans, créer un film d'une telle grandeur, avec un tel budget, tu as presque envie que ça réussisse immédiatement, parce que l'histoire derrière est tellement belle. Le film commence, j'étais déjà un peu déçu. Je me suis dit que, et on ira dans les détails plus tard, mais je pensais que ça allait aller dans une direction qui allait être décevante, similaire à Fury Road. Et après le premier chapitre, ce film étend ses horizons et s'ouvre un champ de possibilités absolument incroyable, avec une sorte de énorme bouillabaisse de créativité, d'intelligence et d'action viscérale, qui fait en sorte que c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu depuis extrêmement longtemps. Je suis convaincu que Furiosa, c'est peut-être une des meilleures... on peut dire ça en français, les prequels, les préquels. Ouais, c'est ça, c'est un Oui, préquel. Oui, ça marche. Une des meilleures préquels, merci. Je crois Une des comme meilleures ça. préquels au monde. Mm. Vraiment. Et j'irai dans les détails plus après, mais je sais qu'il faut être bref maintenant. Mais il y a énormément de choses à dire sur ce film. Très positif alors. Pour toi, meilleur que Fury Road. Oh yeah. Oh yeah. Et toi, Léa? Oui, c'est meilleur que Fury Road aussi, je trouve. Et ce film, le début est un peu décevant. Et même si c'est vrai qu'il s'appuie sur des choses qui sont déjà vues dans plein d'autres univers, dans plein d'autres films, il arrive quand même, au bout du compte, à créer un monde avec un univers multi-référentiel qui est juste incroyable. Moi, je suis sortie du film, j'étais complètement retournée. J'avais juste envie de faire vroom vroom avec des motos à 300 km, parce que je pense qu'ils sont plus dans les 400-500 km/h que 200. Voilà, c'est tout le temps des plans mémorables qui s'enchaînent les uns après les autres. C'est vraiment d'une très grande richesse. Et puis, il y a 3 choses qui m'ont beaucoup plu. D'abord, c'est tout ce monde et cette mythologie qui reprend donc des motifs des mythologies à travers les siècles, notamment
l'Antiquité grecque. Enfin bref, il y a vraiment une dimension qui est universelle et en même temps revisitée et donc hyper originale. Ça, je trouve ça génial. Par exemple, les traces de la mythologie grecque avec le chat ailé puis la méduse. Enfin, je sais pas si c'est une chat ailé et donc méduse, j'imagine. Ensuite, tout est beau dans ce monde qui est complètement détruit, cet univers steampunk. C'est pas steampunk. Bah si, il y a Exactement. les costumes, c'est un peu steampunk, c'est post-apocalyptique. C'est mais... post-apo. Je crois que c'est un autre terme, mais steampunk, c'est plus. Ouais. Steampunk, c'est vrai. Steampunk, c'est vraiment révolution industrielle. S'il y avait plus de technologie. Mais c'est un autre punk. Je vais vous trouver le Par Ouais, exemple, mais par dans exemple, le style des prenons, costumes, est-ce il y que a un vous peu voyez de- C'est du post-apo. C'est du Est-ce que post-apo. vous voyez Oui, mais c'est un le post-apo Sherlock Holmes de Guy Ritchie? S'il y a une vibe steampunk qui est plus proche de ça. Évidemment, c'est un film qui reste réaliste, mais du coup, voilà, c'est juste pour mettre les termes si jamais quelqu'un nous engueule dans les commentaires. Mais c'est lié, je vois ce que tu veux dire. Je vais Ok. trouver le terme exact. Ok. Donc, tout est beau dans ce monde détruit avec ces corps qui sont... Enfin, c'est que des humains complètement charcutés. J'adore ça. Avec des Euh, acides radioactifs, les corps sont complètement soit démembrés, soit avec des énormes prothèses. T'as l'impression qu'ils ont des tumeurs énormes. Enfin, Ouais, même les il y a gens un- qui vivent sous terre, qui ouais, sont, ouais. Tu qui sens sont que comme des cafards, quoi. c'est Enfin, quelque chose. bah, c'est ouais. quelque chose. visuellement, c'est juste époustouflant. Et ça fait du bien de voir dans des films qu'il y a des corps qui sont éprouvés. Ouais. Contrairement à beaucoup de films où justement on fait pas saigner. Je pense à tous les Marvel évidemment. Bah, tu vois, Mais on fait pas saigner. je on vais fait revenir pas sur ça, Civil on War, fait pas- c'est exactement ce que je pensais. C'est que ça aurait été dû être un peu plus dégueu l'image. Tu vois, c'est typiquement Et là. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui est fort dans ce film, c'est que tout est hyper vivant. Enfin, et cette notion de vivant avec les demi-vies, les pleines vies, etc. Et même la Terre, si elle est invisible, enfin si elle n'est plus là, puisque c'est que des endroits désertiques, Ouais. si ce n'est dans la citadelle, rien qu'avec la présence des deux arbres, le premier arbre au début du film, l'arbre sur lequel la mère meurt et l'arbre dans lequel finit le Dementus. Voilà, enfin cette notion-là, ça redonne une place au vivant d'une manière assez percutante. J'aime beaucoup ça. Mhm. Et puis tous les détails. Non, moi j'ai énormément aimé. J'ai énormément aimé. J'avoue, je reconnais peut-être avoir peut-être plus la même expérience que Tanguy. C'est-à-dire que Un peu déçu, quoi. un peu déçu au premier visionnage. Enfin, je l'ai Tu l'as revu du coup? Enfin, je l'ai revu, mais que par extrait, parce que je bosse dans un cinéma et du coup, je peux rentrer dans la salle et puis voir le film. Je fais ce que je veux. Mais plus je revoyais des passages, des moments, et plus je me dis non, c'est incroyable en fait. Mais j'étais un petit peu déçu, un petit peu déçu parce que je voulais revivre la Fury Road. Je voulais voir un film de 2h30 qui s'arrête jamais, qui va, où je l'avais vu la veille justement, où qui est tellement rapide, qui est tellement efficace, qui te dit rien et tu comprends tout, qui est d'une vivacité qui est radicale dans sa forme. Donc moi, je suis très très fan de Fury Road. Je trouve que c'est juste dans la découpage de l'action absolument phénoménal. Et là, il va justement à contre-courant tout à fait de Fury Road en allant justement beaucoup plus travailler l'idée du mythe. On n'est pas sur une course qui dure 3 jours, on est sur une période de 15 ans, 20 ans, autour du personnage de Furiosa. Donc, il veut vraiment, on le sent en plus, qu'il s'est beaucoup influencé de son dernier film, par exemple, 3000 ans à t'attendre, où pareil, il reprend vraiment tout le délire mythologique. Il veut vraiment inscrire son personnage dans une histoire, dans l'histoire de l'humanité. Donc, il veut vraiment nous raconter, c'est ça vraiment. C'est pour ça toutes ces références qu'il va nous abreuver tout le temps, il va être beaucoup plus soutenu là-dessus que dans Fury Road, où là, c'était juste des évocations avec des symboles. Là, vraiment, il va beaucoup plus les souligner et beaucoup plus nous les mettre en comparaison, tous ces symboles mythologiques, bibliques, de contes, toute, de la guerre aussi. et de la guerre et de l'histoire de l'humanité. Il y a des tableaux, c'est l'apocalypse. Très, très clairement, ce qu'on est en train de voir, où c'est l'Iliade. C'est Ulysse, tout est mythologique dans ce film et du coup il va beaucoup plus s'étendre là-dessus. Et il y a plein de moments où il ne va pas se concentrer sur l'action. J'avais entendu un critique dire ça et je trouve que c'est presque assez vrai. C'est pas un film d'action presque. Au sens où c'est pas l'action qui l'intéresse vraiment dans ce film-là, parce qu'il y a vraiment plein d'instants où tu dis mais ça aurait fait une magnifique scène d'action, ça aurait fait des super moments. Il les ellipse, il les passe. Je pense il y a un moment très iconique de ça où t'as Dementus
qui est sur le point d'assiéger Pétroville. Et tu vois qu'il y a ces soldats, il est sur une dune, et tu vois ces soldats en train d'attaquer le camion. Et le plan, tu vois, il nous montre l'action de loin. L'action a vraiment lieu, elle existe, mais nous, on est très loin, on la regarde. On prend vraiment une distance. Il y a plusieurs autres moments comme ça. Il y a la guerre qui arrive à la fin. La guerre à la fin. 30 jours, là, c'est. La guerre des 30 jours. Finalement, les 30 De jours. 40 jours. De 40 jours. En Attention. accéléré. En accéléré aussi. Mais on l'a passé. On ne va pas du tout la voir. Alors que ça aurait été phénoménal à voir. Moi, j'ai envie de voir une guerre. Et c'est peut-être pour ça au début que j'étais un peu déçu. Ça aurait été Fury Road. Mais ça aurait été Fury C'est Road. ça, en fait. Et c'est exactement ça. Et c'est ça où j'ai vraiment énormément de respect. Et ce que je disais de George Miller au début, c'est qu'il a vraiment le cran de venir et de poser un énorme film comme Fury Road et venir après dire bah maintenant je vais essayer autre chose, je vais emmener la saga autre part et je revisite mon univers. Et ça c'est juste moi je veux plus de ça, je veux plus de ça tout le temps. Et je veux d'autres films, donc je veux d'autres films Mad Max, je veux que George Miller vive, soit immortal. Reste en vie. Il a 80 piges le mec, hein. C'est fou hein. C'est fou hein. 80, il faut faire des clones hein. Il faut faire des clones. Oh, et c'est comme, on en parle beaucoup, mais c'est comme Scorsese et tout, c'est des vieux réals, ils ont 80 piges et ils te font des films qui ont plus d'énergie que des gamins que les jeunes réals qui arrivent et qui savent pas faire de l'action. Faut le gailler. Et Non. Non, pardon. Bon, bref, j'ai adoré Furiosa. Je trouve que c'est excellent. Que c'est en plus d'avoir un découpage dans l'action qui est extrêmement efficace. Ça donne justement une réflexion par rapport à la mythologie, par rapport justement au sens qu'on apporte au récit. C'est très fort, c'est très très fort Furiosa. Donc globalement, on est plutôt tous assez engagés, assez positifs sur cette saga et puis sur ce film. Et ça me rend encore plus triste que le film fasse un échec pour l'instant, soit un échec. Vous pensez que c'est à cause d'un problème de marketing? Peut-être, mais je crois pas. Ça fait longtemps en vrai, Fury Road. Et pour des gens qui ne suivent pas la saga, de voir. Bah d'ailleurs, ça s'appelait juste Furiosa. Je crois que c'est après qu'ils ont rajouté au Mad Max Saga parce que. Ouais. Même si le personnage était très bien dans Fury Road, bon, les gens d'instinct, ils vont pas penser à que c'est la suite ou un préquel. En plus, bon, les gens qui regardent des préquels, ils ont un peu la flemme. La flemme, on est d'accord. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, peut-être. Et puis ça a mis du temps à sortir la bande-annonce. Non, mais plus. C'est vrai que quand même, le préquel Obi-Wan est beaucoup mieux. Ouais, alors là, par contre, alors. Je rigole. Ah, pardon. Si tu veux qu'on passe 5 heures où je consulte, tu peux le faire. À l'annonce du projet, l'une des premières choses dont on était au courant, c'était que ça allait être Anya Taylor-Joy, du coup, qui allait reprendre le rôle de Furiosa. Je pense qu'on est tous très fans de Anya Taylor-Joy, ou je parle juste pour moi peut-être. Mais... Non, si. Si, on a déjà eu cette conversation plusieurs fois sur ce podcast. J'ai eu cette conversation plein de fois, on aime beaucoup Anya. Et par contre, j'avoue que moi j'étais pas très chaud qu'elle joue le rôle de Charlize Theron. Moi non plus. Au départ, j'étais pas pour. Je trouvais pas que c'était une très bonne idée. Parce que c'est vrai que c'est juste que dans Fury Road, surtout, ce sont des, comme l'a très bien dit Léa, ce sont des corps en action, ce sont des corps qui sont éprouvés, ce sont des corps qui sont vraiment mis vraiment à rude épreuve, qui doivent être forts et qui doivent se prendre des chariots et pouvoir se relever. Et ben pour l'instant, Anya Taylor-Joy n'a jamais fait de rôle d'action. Hein. Ça a toujours été justement un peu si limite The New Mutant. Limite, c'est The New Mutant. Oh putain, oula, oui. C'est un film d'action, ça? Non, c'était. Il y a un peu de l'action, elle a une épée à un moment. Ah ouais. C'est aléatoire, c'est un truc aléatoire. Ouais, ils savent pas ce que c'est ce film, ils auraient pas très embarrassant. Ce film est très. C'est triste. Ouais, très médiocre. Ça aurait pu être un bon nanar. Mais c'est très étonnant de prendre Anya Taylor-Joy dans ce très étonnant, je suis d'accord. Apparemment, il l'a pris parce que c'est Edgar Wright qui l'a conseillé, qui lui a conseillé de prendre Anya suite à The Last Night in Soho. Et franchement, je pense que c'était un choix génial. Pendant des énormes parties du film, Anya Taylor-Joy arrive à osciller entre plusieurs étapes et états d'esprit, entre vulnérabilité totale et complète badassery, où elle est très convaincante en tant que guerrière. Et après quasiment chaque scène de bagarre, même si elle gagne, on voit qu'elle a des larmes aux yeux et on le croit totalement. Je pense qu'une des raisons pour laquelle Edgar Wright l'a conseillé à Miller, c'était parce que Anya, c'est quelqu'un qui peut
faire communiquer les choses que les dialogues ne peuvent pas communiquer dans son regard. Elle a un de ces regards qui peut pénétrer dans ton âme et qui reste scotché dans ta mémoire, ce qui fait en sorte qu'elle est parfaite pour ce rôle au final, même si c'est un rôle choix. très mutique où justement elle avait encore 2 fois moins de dialogue Exactement. que Eddie. Ouais, même si ça a l'air de très insolite, en fait, c'est un choix qui est parfait. Ah oui, moi j'adorais. Ouais. Je trouve ça super de juste s'enlever des dialogues et rester dans une logique d'action. Ce sont des personnages d'action. Beaucoup mieux que par exemple Charlize Theron. Mhm. Dans la mesure où c'est une très bonne actrice, mais trop conventionnelle pour ce rôle. C'est immédiatement, on pense à Charlize Theron. C'est comme, je sais pas, tu vas faire un film d'action et tu prends Dwayne The Rock Johnson. Genre, Oui, c'est vrai que c'est une des actrices hollywoodiennes qui avait déjà un peu plus. Quoique, Fury Road était un des premiers rôles qu'elle avait fait où vraiment elle a commencé une carrière en faisant de l'action. Atomic Blonde, je crois que c'était après. Non, c'est Atomic après Blonde, c'était en 2018. Et puis il y a eu très bien, The Old Guard. The Old Guard, The Old Guard qui était pas ouf. Il y a eu justement Atomic Blonde et puis elle a il y a eu Maléfique. Non, c'était pas Maléfique, c'était quoi le truc là qu'elle avait fait? Elle avait fait un espèce de Blanche-Neige, mais en mode dark avec Chris Hemsworth. Oui, avec Chris Hemsworth aussi. Tu vois que je dis tout est lié. La Blanche-Neige et le chasseur. Voilà. C'est ça. C'était ça aussi. Et en effet, oui. Oh la vache. Moi j'ai des bons souvenirs de ce film, mais je sais plus. Mais c'est celui qu'on voit à la fin. Mais donc c'est vraiment avec Fury Road qu'elle a commencé à avoir cette carrière d'action. Mais c'est vrai que dans Fury Road, si jamais elle continuait son rôle un peu de personnage mutique, déjà que Max il dit pas grand chose, on aurait eu 2 personnages mutiques, ça aurait été plus compliqué. Donc c'est vrai que on peut remarquer quand même que Miller a assumé quand même une vraie différence entre Anya et Charlize Theron parce qu'on voit que c'est pas les mêmes. Et même Theron, même si elle n'a pas joué dans beaucoup de films d'action avant, peut-être aucun, elle avait quand même joué dans Monster. Et donc on sait que elle est parfaitement capable de jouer une tueuse. C'est absolument pas comme quelqu'un comme Anya. Où Anya, c'est quelqu'un qui... Comment définir les rôles que joue Anya? Quelqu'un qui est typiquement réservé. C'est un Bambi. Pas nécessairement un Bambi. Non, c'est pas nécessairement un Bambi. Tu regardes dans Last Night in Soho, justement, où elle joue justement ce double jeu entre personnages fragiles plus intellectuel aussi. Dans le jeu de la dame, dans le jeu de la reine, je trouve qu'elle a vraiment ce côté très intellectuel où dans son regard, tu sens qu'elle va te dégommer. Aux échecs, mais aussi extrêmement vulnérable. Elle oscille entre les deux. Et là, Miller l'a exploité pour le film d'action dans la mesure où, et on peut voir ça, c'est très similaire que par exemple dans, comment on appelle ça, The Menu. Donc un film radicalement différent que Mad Max Fury Road. Là, on parle d'un film extrêmement moyen d'ailleurs, soit dit en passant. Film très moyen, je suis d'accord. Mais huis clos dans un endroit de fine dining, un restaurant gastronomique, exactement l'opposé de Mad Max. Elle passe entre... On a confiance en elle, on sait qu'elle peut niquer des mères, mais en même temps, elle a cette vulnérabilité tout au long où elle n'arrive jamais à vraiment trouver sa place dans le monde. Et ça, en fait, Miller a fait exactement la même chose, mais dans un film d'action. C'est profondément impressionnant. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est très intéressant pour... Attends, vas-y, Oui, c'est ce que je viens de penser un truc, Olivier, aussi. Un film dont on n'a pas parlé, où elle est dedans, et qui est très similaire à Furiosa. Dans cette histoire, c'est The Northman. Oh oui. Parce que The Northman, il y a aussi cette dimension mythologique, cette dimension histoire un peu légende, et il y a exactement ce personnage-là comme on vous l'a décrit. Donc je pense que ça peut être intéressant de le ramener sur la table. Mais elle a un rôle très différent dans le Northman. Il faudrait que je me remette le film en tête, mais de ce que je me souviens, elle avait quand même cette espèce de combativité fragile, je sais pas comment bien le dire. C'est vrai que c'est aussi un rôle qui était beaucoup plus physique, où cette fois-ci elle sortait un petit peu des grandes villes et puis de toutes ses robes et tout ça, et que là elle allait vraiment surtout c'est extrêmement similaire dans à Northman. C'était beaucoup plus physique, c'est vrai, elle avait déjà plus de harne et puis beaucoup plus de combat, mais dans Northman c'est une stratège. Oui, non mais c'est ça, on parlait c'était la dimension donc, un peu similaire aussi à Queen's Gambit, où c'est quelqu'un qui est très vulnérable sur le plan physique, mais sur le plan intellectuel, là, elle peut s'en sortir. Tandis que dans Furiosa, certes, elle est capable de stratégie, le fait de pouvoir réfléchir, mais véritablement, c'est une guerrière. Oui, c'est avant tout une guerrière, c'est ça. Exactement. Donc là, c'est vrai que c'est un rôle à total contre-emploi qui lui est donné parce que et pourtant, ça. Et pourtant, c'est le même. Et pourtant, c'est excellent.
Yeah. Et pourtant, Mais c'est le bah, même ce qu'il fait avant. C'est vrai. Et pourtant, c'est radicalement différent. C'est une continuité assez exactement de sa carrière où elle a toujours été dans ce double jeu de personnage un peu fragile, justement un peu à protéger ou cette sensibilité-là, mais qui cache, comme dans Life Science Show, en réalité, quelque chose Spoil pas. Non, je plaisante. chose de vraiment malsain. Je ne dirais pas plus, d'accord, mais il y a une violence qui est justement cachée, et elle a toujours joué un petit peu autour de ça. Elle l'assume et elle y va à fond. Et finalement, on y croit à ces cascades. Vous y croyez, vous, à ces cascades, en général? Oh, yeah. Oui. Après, j'ai eu beaucoup de mal avec les scènes d'action du film, du fait que la CG se voit à des kilomètres. Et normalement, je suis pas comme ça. Alors, parlons de la CG, tiens. Je suis pas. Normalement, je peux accepter, mais là, je sais pas. Il y a un truc comme c'est la suite de Fury Road qui est extrêmement en effet pratique, même s'il y a de la CG évidemment. Ça m'a un peu refroidi sur certaines scènes. Surtout qu'encore une fois, t'as pas le rythme que j'ai beaucoup aimé dans Fury Road. C'est justement très très posé. Il y a très peu de musique, surtout dans le début du film. D'ailleurs, je crois qu'à part c'est le même compositeur. C'est à part le. C'est Tom O'Callaghan, je sais plus, enfin Junkie XL, son nom, avant. Mais oui, à part ça, à part les trucs du film précédent, c'est très silencieux, mais c'est très intéressant comme changement de direction. On le voit, hein, vraiment, le changement de direction entre Fury Road et puis celui-là. Il y a un vrai, dans la direction artistique, quelque chose qui est différent. En effet, les effets spéciaux se voient beaucoup plus. La colorimétrie n'est pas tout à fait la même. C'était beaucoup plus... Il y avait des couleurs beaucoup plus pétantes dans Fury Road. Et là, on a un ensemble gris-orange plus global. Mais aussi, les effets spéciaux se voient beaucoup plus. J'ai l'impression qu'il s'est quand même, moi aussi, beaucoup inspiré de 3000 ans à t'attendre. Parce que pareil, dans 3000 ans, les effets spéciaux, ils se voient à 10 km. Et en même temps, il s'en sert. Il l'assume totalement. Il se dit vraiment, j'assume de ne pas vouloir faire quelque chose d'entièrement réaliste, de te faire croire que c'est réel. C'est tout à fait... c'est de la fiction. Et ça avait beaucoup de sens dans 3000 ans à t'attendre parce que c'était justement le rapport entre le réel et la fiction. Est-ce que là aussi, ça n'a pas un peu de sens de vouloir surligner ces imageries pour les rentrer encore plus dans un cadre mythologique? Et du coup, de souligner encore plus la dimension des effets spéciaux et de ne pas les vouloir les cacher et les rendre réalistes. Bah ouais. Donc ça donne des trucs cool. Moi, j'aime bien. En plus, bon, c'est un parallèle un peu exagéré peut-être, mais ça fait un peu un côté cinéma des premiers temps où il assume presque le côté au-delà des effets spéciaux, presque comme le trucage en fait. Comme à Méliès, tu veux dire? Ouais, voilà. Et en plus, tous ces plans avec ces filtres rouges, bleus, etc. C'est aussi, il y a aussi un peu ce côté-là des cinémas des premiers temps que moi j'adore. Et c'est inspiré beaucoup de Buster Keaton aussi. Il y a des plans dans Fury Road, par exemple, où Tom Hardy est contre la voiture, tu sais, ses bras sont tendus, et tu as exactement les mêmes plans dans ces cinémas des années 20, donc presque 100 ans avant, avec Buster Keaton. Et avec Fury Road, en revanche, c'est vrai ce qu'on dit, c'est que les effets pratiques étaient beaucoup, beaucoup plus nombreux. Et avec Furiosa, il y a plus ce côté CGI qui est en fait très dommage. Et là, je suis d'accord avec toi. Ça enlève encore une fois, chose. ça ne détruit absolument pas le film. Mais, oui, mais ça enlève un côté au film dans la mesure où c'est déjà... le fait d'avoir des effets pratiques, ce n'est pas simplement pour montrer que tu as une connaissance d'expert dans un domaine. C'est parce que ça permet à ce que l'expérience soit plus vraie, soit plus viscérale. Et j'espérais que George Miller allait faire un Christopher Nolan. Peut-être pas aussi loin, mais quand même se dire, moi, je veux que ça soit réel. Et il ne l'a pas fait. C'est dommage, mais en même temps, l'action n'était pas le but du film. Oui. Et donc, c'est véritablement un sorte de piment sur cette odyssée dramatique. Donc, c'est pas aussi détrimental et délétère que si il avait fait la même chose pour Fury Road, qui est par son essence un film d'action. C'est une poursuite de 2h30, en gros. Yeah. Complètement. Mais c'est vrai que j'ai été plusieurs fois dérangé par des effets. Je me rappelle au début du film, je trouve qu'ils ont une justification, mais il y en a en effet plusieurs qui peuvent se voir. Au début du film, tu as un personnage, c'est le personnage de la mère de Furiosa, qui monte sur un cheval très rapidement, et tu vois, et on l'a tous vu, ce moment-là où elle est remplacée par une doublure numérique. Au moment où elle saute sur le cheval, elle saute pas vraiment sur le cheval.
il y a des endroits comme ça, des interstices où je dis ouais là, Bah, mais même même quand c'est elle, pas quand grave. elle monte Et je- sur la montagne aussi. Mais même Aussi. moi, le truc aussi qui est le plus flagrant, c'est quand la scène, quand elle est. La scène de convoi qui est en soi ça fait carrément écho à Fury Road parce que Fury Road ce n'est que ça, où en fait tu vois de loin que tous les types sur le camion, les Warboys qui se baladent, tu vois dans l'animation que c'est fait sur Blender quoi. Ça se voit, et en fait ayant le comparatif de l'autre film que j'ai vu juste avant, c'est vrai que c'est quand même Bah, c'est vrai que c'est peut-être plus dommage, surtout par rapport à la dimension action et de ce dont on parle, c'est qu'encore une fois, ce sont des corps qui sont éprouvés et du coup, les faire en effets spéciaux, ça n'a pas trop de sens. tu vois, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que c'est dommage parce que pour un univers où justement tout est si graphique, tout est si sale, on se concentre vraiment sur les petits détails, sur les bouts de peau. C'est un truc qui est important, et en fait, t'as ce côté CG qui revient, qui rend le truc un peu plus lisse. Même si ça paraît des trucs très cool, genre par exemple, j'ai beaucoup aimé les espèces ce qui est en vrai, c'est une référence aux 2 et 3, les espèces de deltaplane, je sais plus c'est quoi le terme, où t'as un des types qui se bat Oui, avec les c'est- cornes. L'aéronef. C'est là l'octo. Ouais, Il l'aéronef. s'appelle Octo quelque chose. Octobus. Non, Je sais Octo- plus, c'est ouais, c'était Octopus, je sais pas quoi. Mais ça j'ai bien aimé. Et ça donne des concepts qui sont Non, sympas. Axel, c'est mais pas le bon. Docteur Octopus. Arrête de faire des références à Spider-Man. Putain. Pardon. Ah, par contre, il nous verrait là, comment je tiens le micro. On lui fait des bisous. Bon. Mais oui, justement, d'ailleurs, moi j'ai trouvé que cette scène-là, qui est l'un des segments centraux du film, c'est-à-dire c'est la meilleure scène d'action du film, je trouve. Le moment où ils se font attaquer par justement les bandits volants. Incroyable. Je trouvais ça dingue, je trouvais ça même meilleur que sur plein d'aspects que plein de séquences de Fury Road. Je trouvais que cette séquence-là, comment il va justement, encore une fois, j'y reviendrai après par rapport à la façon des films d'action, et quand il va passer la caméra depuis l'intérieur de la cabine, puis après sur la voiture, il la décale sur la voiture qui passe à côté, puis après sur les gars qui prennent leur parachute et puis qui s'élèvent, la caméra elle s'envole, et puis après, et après il te fait un plan d'ensemble, et il passe comme ça du micro au macro. Enfin, c'est incroyable. Mais Et Bah ouais, absolument. il a une imagination d'un peu des unités d'élite Mm. du Ouais, futur Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Et en même temps extrêmement ludique. extravagante. Et Avec du scotch et des hyper, bouts de métal et 2-3 vis. Mais c'est ça qui est trop bien, c'est que c'est hyper kitsch. Genre, j'y crois pas une seconde. Enfin, Moi, j'y crois. Mais en fait, oui. Ouvre ton cœur, Maxime. Non, Moi, mais j'y crois. Je veux dire, j'y crois pas. Moi, je te dis, je m'habille comme eux c'est- pour les JO, hein, je m'en fous. Ça va être la même ambiance. Il me faut une veste en cuir. La RATP. Mais non, mais tu vois, j'y crois pas au sens où c'est tellement kitsch, c'est tellement trop, mais c'est tellement génial que je me dis, mais oui, si tu veux, vas-y, éclate-toi, sois inventif. Et il est inventif. Et il y a ce truc de ludique que j'adore, que j'ai dit plusieurs fois souvent, mais c'est extrêmement concret dans Fury Road et aussi dans ce moment-là, dans l'action. C'est très simple. C'est qu'ils passent vraiment juste, les gars, ils sont en voiture, ils prennent un parachute et du coup, ils s'envolent. Enfin, il doit y avoir un milliard de règles de physique qui fait que non, ça ne peut pas marcher. Ouais. Mais c'est tellement cool. Right. C'est- Au final, on s'en bat les couilles. On s'en Mais branle. c'est intéressant parce que le gars a presque 80 ans Ouais. et il a l'énergie d'un gamin qui veut. Mais vraiment, il y a ce côté, comme tu as dit, ludique, où on veut juste laisser l'imaginaire partir pour pouvoir, pour cette sensation. Et c'est ce que dit d'ailleurs le personnage de Chris Hemsworth à la fin. On peut en parler après, mais cette idée de la sensation, le fait qu'on cherche ce drive, cette adrénaline, en fait, il parle de lui-même, Complètement. Miller. Mais la raison pour laquelle ça passe, c'est deux choses. Il y a la créativité derrière. Chaque élément, toutes les choses qu'on utilise dans ce film sont des choses recyclées à chaque fois. Et tu vois comment c'est construit. Right. Tu pourrais presque Tu le vois. refaire chez toi. Tu les vois, ils ont chacun un symbolisme exactement. Donc tu as cette créativité-là et ensuite tu as cette intelligence. Le fait que dans ces scènes d'action, absolument chaque élément se répond dans cette sorte de chambre d'écho. Ouais. Chaque chose va être utilisée et à chaque fois, ça va être utilisé d'une manière qui va subvertir les attentes du spectateur. Et donc, c'est complètement une symphonie dans cette action-là. Ça fait en sorte qu'il y a un côté extrêmement mature, maîtrisé, soigné, léché, contrôlé. Un truc très adulte qui va embobiner ce ludisme enfantin et qui fait en sorte que c'est jubilatoire. C'est complètement jubilatoire. Yeah. C'est vivant, en fait. Yeah. Moi, je faisais que repenser à
Je tape encore sur Marvel, mais tu vois, dans la Bah, façon c'est simple. dont ils font apparaître leurs costumes en général, les super-héros de Marvel, c'est juste un effet spécial qui les recouvre comme ça. Il y a une espèce Les fameux nanobots qu'ils Oui. ont tous, et du coup, t'as même plus de costumes tout le monde- pratiques tout et le tout. monde a des nanobots. Oh mon dieu, c'est horrible. Et c'est pour ça que sur le tournage, C'est- tu vois, ils sont tous en tenue verte et puis ils incrustent n'importe quel costume par-dessus. Et là, non. Ils se mettent la tête Là, dans le costume. là, et tu flottes. vois dans Fury Road comment c'est fabriqué. Tu comprends comment c'est intelligent. Ils ont réfléchi plein d'étapes où, ah ouais, ils ont bidouillé ce truc-là avec ce machin-là. Juste la bagnole qu'elle a à la fin. Et on voit où elle dit, j'ai besoin d'une voiture. Et il y a un mec qui sort une vieille voiture complètement éclatée, il manque une roue. Le plan d'après, tu vois qu'elle a attaché un bout de bois pour que ça puisse être surélevé. Et elle roule quand même avec ça. Mais c'est juste ludique, quoi. Ils se démerdent avec ce qu'ils peuvent. Et du coup, ça devient encore plus prenant. On se dit, mais comment ils vont faire? Comment ils vont amener ça? Ils se construisent, ils inventent, ils sont imaginatifs. Et puis après, ce qui marche aussi, c'est que c'est vraiment hyper viscéral. C'est que c'est vraiment des hommes-machines, mais qui sont vraiment en fusion avec le métal. Et donc, il y a ce côté hyper vivant qui... Ouais. Franchement, toute la famille d'Immortan Joe là-dessus, c'est absolument incroyable, les costumes. Vraiment, la façon dont tout est mélangé, la tête. Un Oscar, non? Ah bah c'est ça. Mais malheureusement, le seul truc que je trouve dommage, par rapport au cast qui reviennent, évidemment, t'as le coup que comme ça fait 9 ans, ça se voit qu'ils sont un petit peu plus vieux. Et aussi, l'acteur qui faisait Immortan Joe dans le premier, il est décédé malheureusement. Donc tu l'entends à sa voix qu'il a pas la même portée, il a pas la même vocale. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé dommage. Je tenais à en parler parce que bon, c'était pas. Il aurait pas dû mourir quand même, fait chier quoi. Ah mais attends, qui faisait le méchant dans le tout premier en passant. C'est un petit détail. Voilà. C'est vrai, ils l'ont repris et le mec il a fait 2 méchants cultes, il est trop fort. Voilà. Paix à son âme. Est-ce qu'on peut parler à votre avis, parce que quand on va regarder un truc comme Mad Max, c'est pas juste un film d'action. Il y a quelque chose derrière, un truc mythologique, un truc qui fait en sorte que ça résonne depuis des décennies. À votre avis, comment est-ce que vous voyez cet élément? Un documentaire sur l'Australie. Non, je n'en parle pas. Il y a. En vrai, tu veux dire qu'est-ce qui reste dans la saga Mad Max et qui fait que c'est une grande saga? Well, tu regardes cette... Bukake, pardon. Je ta gueule. En fait, je suis en train de philosopher là. Le truc qui résonne, c'est que tu... Non, mais il y a quelque chose d'incroyable. La pédophilie sous-jacente. Alors, on peut absolument parler de ça. Mais ça, c'est une branche qui sort d'un... Fallait que je le dise. Non, mais ça va être un sujet fascinant par rapport à ça. Mais ce qui est passionnant, c'est que tu as un univers où on a fait table rase sur la civilisation. La civilisation s'est écroulée. Ouais. Et pourtant, dans ce désert, dans ce vide, il y a c'est comme s'il y a eu un sorte de poltergeist où les fantômes de toute la civilisation occidentale se réveillent et est en train de faire zombie comme dans Thriller de Michael Jackson sur ce désert. Tu as l'Antiquité romaine, l'Antiquité grecque, le Moyen-Âge, le christianisme, les Vikings, le Valhalla. On a en nous notre culture et qu'on peut pas se défaire. Exactement, qui va ressurgir, mais qui va être également complètement perverti. On voit ça avec le côté BDSM, avec la pédophilie, avec plein de gens. Le cannibalisme. Le cannibalisme également. Et tout ça avec, genre, dans les voitures, avec les motos, dans le désert. Ce qui a inspiré George Miller, c'était qu'en Australie, dans les années 70, il y a pendant une... C'est ce que je disais, ça se passe en Australie, c'est un documentaire. Wow. Il y avait une pas très longue période, il n'y avait plus de pétrole. Ils n'avaient plus accès au pétrole pendant environ 30 jours. Il y a eu un choc pétrolier en 1973. Exactly. Et il y a, après 10 jours, ça a pris 10 jours pour que quelqu'un tire une balle. Alors, George Miller s'est demandé, OK, ça, dans 10 jours, la violence des armes ont commencé. Qu'est-ce qui se passerait si ça a duré 1 an, 10 ans, 100 ans? Et donc, c'est ça qui lui a inspiré. Ah, je ne savais pas du tout ça. Mais, inspiré la crise pétrolière, c'est vrai. Mais c'est vraiment ce concept de faire table rase, détruire la société, sous les pavés la plage, comme on disait en 68. Mais en fait, sous les pavés, il y a la barbarie qui va être mélangée avec notre passé que l'on ne peut pas échapper. Et tout ça va ressurgir dans un énorme amalgame de transhistorique qui
qui fait en sorte que c'est une idée de génie absolu. Où justement, il va faire une représentation presque de l'humanité à travers juste cette histoire-là de Furiosa et de Max. Il y a toute une humanité résumée avec toutes ces dépravations. Et il est assez, quand même, assez pessimiste par rapport à l'humanité en général. Ah oui, il est très dur. Il porte une vision très cruelle par rapport aux humains en général. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est la différence dans la répétition. En fait, comme il reprend les mythes, mais en fait, on est toujours en train de réécrire des histoires, de les répéter, mais il y a toujours des petites différences et c'est ça qui... Il y a une subversion. Donc, tout d'abord, ça commence par Adam et Ève. C'est la fille qui prend le fruit dont tu n'as pas le droit, le forbidden fruit. Le fruit défendu. Le fruit défendu. Oui, le fruit de la vérité. Exactement. Mais c'est Ève et une autre nana, donc c'est un truc lesbien. Lilith. Lilith. Why not? Et là, c'est la Valkyrie. Right. Lilith, c'est juif. Oui, non. Oui, mais là, dans le film, il y a la petite avec qui elle joue. s'appelle Valkyrie. C'est Valkyrie. C'est vrai. Elle s'appelle Valkyrie, c'est vrai. Et il y a l'arbre aussi des Vikings, je ne sais pas comment ça s'appelle aussi. Yggdrasil. Oui. Yggdrasil, Valhalla. Non, c'est vrai que je suis en train de me rendre compte que c'est... En fait, je suis en train de me rendre compte c'est exactement The Northman, en fait. C'est... Oui, le côté et Conan, parce que c'est la même chose, mais en fait, c'est ça. C'est le mythe qui, en fonction, revient complètement. Enfin, voilà. Mais là, donc là, elle va prendre le fruit, mais elle ne va pas se faire exclure du paradis. Elle va se faire kidnapper du paradis. Et donc, c'est complètement différent. Et c'est avec ce fruit, ce fruit va être le contraire du fruit interdit. C'est le fruit qu'elle aurait dû prendre. Et c'est à la toute fin le fruit qui va permettre à ce que... Bon, je ne sais pas si on peut spoiler, mais c'est le fruit de la... On spoil. OK. C'est le fruit de la vengeance, comme c'est le fruit de la vie. Et c'est là de la mort et de la vie en même temps. Well, exactly. Et c'est un message... I mean, juste cette dernière scène, et tu l'as dit très bien tout à l'heure, ou hier plutôt, que c'est une référence à Dante. I mean, il y a tellement de subversion, juste le fait que dans Dante, ils sont sous la terre, et là, ils sont en altitude. Et dans Dante aussi, il y a la forêt des damnés, je crois que c'est le chapitre 13, 7, enfin, je sais plus, ça s'appelle la forêt des damnés, donc c'est une forêt dans laquelle il y a des êtres arbres, des hommes, donc ils sont aussi des arbres, et donc voilà, ils crient un peu toute leur douleur. Puis il y a aussi la forêt des suicidés, et bref, ça représente bien la fusion de l'homme avec la nature. Toi, tu parlais de Conan le Barbare, mais il y a aussi Bertrand Mandico qui a réalisé oui, je sais, il avait After Blue, et moi j'ai arrêté. Et bon, c'est Bertrand Mandico qui s'est du coup inspiré de George Miller, et il a aussi de Conan le Barbare. Il a refait Conan avec 3 N, je me trompe pas, que je n'ai pas vu. Voilà. J'ai vu des images dessus. Il y a pas mal de choses similaires dans After Blue, et pour les gens qui aiment bien le cinéma underground, je conseille ce film qui est génial. C'était la recommandation du moment. Mais c'est vrai que par rapport à tout ce côté mythologique, c'est très connu justement que Miller a été totalement passionné par Campbell, par Joseph Campbell, et puis par sa théorie du monomythe, et qu'il en a vraiment fait une figure qui... Bruce Campbell? Ah pardon, c'est Evil Dead. Non, qui est revenu dans toute sa filmographie, hein, et c'est assez passionnant de voir comment c'est un schéma d'histoire qui le passionne, Miller. Et il en fait vraiment l'exemple avec Furiosa. Mais on voyait déjà des préquels de ça, même dans Happy Feet, où justement il parle justement du côté universel, où c'est des pingouins qui font un pingouin qui fait des claquettes. C'est ça, oui, c'est ça. C'est un pingouin. Oui, non, ils sont censés chanter, lui il danse. C'est un manchot comme ça. Non. Mais pareil, évidemment, dans l'universalité de son propos, évidemment, pareil aussi dans Entre Billons à t'attendre, où il revient sur les histoires de l'humanité. D'ailleurs, il y a quelque chose. Du cannibalisme, non, je rigole. Quelque chose qui va dans cette suite logique par rapport à l'histoire, c'est qu'il y a l'homme qui raconte des histoires dans Furiosa, l'homme qui est toujours avec Dementus, l'homme blanc avec tous les contes marqués sur lui. C'est le même personnage, exactement le même personnage qui existe dans 3000 ans à t'attendre. Il y a exactement le même perso qui vient et qui raconte des histoires comme ça. Il a le même acteur, même design, et qui raconte des histoires à un sultan fou pour le calmer. Donc, c'est intéressant de voir que même dans sa propre mythologie de cinéma de George Miller, il veut aussi lier les histoires entre elles. Il raconte que je ne fais que raconter cette même histoire-là. Bon, on peut aussi se questionner par rapport, je termine sur Campbell, ça a aussi été démenti sous plein d'aspects, parce que la théorie de Campbell sur le monomythe, ça a été remis en question par plein de personnes. C'est pas non plus
une théorie qui est totalement, entièrement fondée. C'est une théorie qui demande beaucoup de réflexion. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui passionne absolument Miller. Yes. Après, il y a aussi la question en tant qu'écrivain, c'est comment inventer un nouveau mythe. Est-ce que c'est possible d'être encore original après 3000 ans d'histoire d'écriture? Ah, 3000 ans à attendre, Voilà. c'est marrant ça. Et, Oh, tout est lié. Fermez vos gueules. Pardon. je pense qu'il y a ça aussi. Hein. Non, mais c'est vrai, il y a cette question, est-ce qu'on peut être original? Mais personnellement, je pense que la majorité des gens se sont mis d'accord que ce n'est pas le quoi, c'est le comment. C'est tout ce qui a été fait, mais c'est pas grave en fait. Il y a des choses qui sont pérennes pour une très bonne raison. C'est parce qu'ils peuvent résonner et durer dans le temps. La question, c'est comment est-ce que tu vas le montrer? Et avec Mad Max, la raison pour laquelle c'est universel et si pessimiste, c'est ce qu'on disait avant, c'était que ça part du fait que la guerre est intrinsèque avec notre existence en tant qu'humain à cause d'un manque de ressources. C'est les ressources, c'est nos besoins qui font en sorte que forcément, on va toujours être en guerre. Et c'est l'histoire de l'humanité. Et c'est ça qu'il veut montrer. Et ça, c'est quelque chose qui est universel. Il y a eu des artistes, historiens, anthropologues, sociologues, tout le monde en parle. Et néanmoins, néanmoins, il n'y a qu'un seul Mad Max. Il n'y a aucun film, enfin très peu, qui ressemble à Mad Max. Au moins... Ah non, oui, en soi, oui. Après, ça, en même temps, ça a inspiré des trucs. Je parlais parce qu'on disait, pareil, dans ce qui a très bien marché en ce moment, la série Fallout, qui est aussi inspirée de Mad Max, qui elle aussi a cette idée de civilisation qui se reconstruit après des bombes nucléaires. Et non, voilà, c'est tout en fait. Je suis parti loin, mais c'est pour dire les trucs qui ressemblent. C'est un truc qui revient en fait beaucoup. Il y a absolument des gens qui essayent de copier ou en fait d'être inspirés par Mad Max, c'est absolument sûr. Mais néanmoins, le Mad Max c'était quelque chose d'extrêmement original. Quand ça avait sorti, ça ressemblait un tout petit peu aux personnages dans les films underground de Kenneth Anger dans les années 60. Mais ce qui était fascinant, c'est que quand les Français ont vu le Mad Max, ils ont dit ah, ça, c'est le cowboy. Quand les Japonais ont vu le Mad Max, ils ont dit « Ah, ça, c'est le samouraï. » Et même quand Miller est allé au Japon, ils ont dit « Alors, toi, tu t'es inspiré de Kurosawa. C'est quoi les films de Kurosawa que tu as le plus aimé ?» Et Miller, très gêné, a dit « C'est qui ?» Il n'avait aucune idée de qui était Kurosawa. Et donc, il a vu l'hôtel dans lequel tu dors. Et donc, il a vu tous ces films. Donc, il a vu tous les films de Kurosawa. Mais néanmoins, car c'est universel, car c'est le personnage de Max et maintenant de Furiosa, ce sont des archétypes qui durent dans l'histoire. C'est vrai qu'il est intéressant, le personnage de Max, par rapport à ce côté historique. C'est pour ça que le 1, je l'aime pas trop, parce qu'il faut construire un petit peu. Et il est pas très intéressant. Et on passe 40 minutes avec sa meuf sur la plage. Je t'aime, moi aussi, c'est compliqué. Yeah. Mais il y a ce côté où c'est un vrai... Moi, je ne peux m'empêcher de faire des parallèles, comme tu l'as fait aussi, mais avec des héros de bande dessinée. Il s'est évidemment beaucoup inspiré de bande dessinée parce que à la base, Mad Max, ça devait s'appeler Metal Hurlant. Ça devait s'appeler... C'était déjà pris. En référence. C'était exactement. Mais il voulait l'appeler en référence au magazine de bande dessinée Metal Hurlant, qui a fait découvrir énormément d'artistes, dont Moebius ou Asher Giger, qui sont des artistes qui ont eu beaucoup d'influence sur le cinéma. Et justement, après, tu sens qu'il s'est énormément inspiré de Moebius pour la suite de sa création, énormément dans Fury Road, dans les couleurs, les conceptions. C'est fascinant. Et justement, il y a aussi dans ce héros mutique de Mad Max, où moi, il pourrait beaucoup me faire penser à un Corto Maltese, par exemple, dans cette espèce de personnage qui ne change pas qui ne change pas d'évolution. C'est une incarnation. C'est pour ça que changer d'acteur, de passer de Mel Gibson à Tom Hardy, c'est pas si grave. Surtout qu'il y a un truc, alors si je me trompe pas, ayant mangé beaucoup de vidéos sur l'univers de Mad Max en général, j'avais découvert que George Miller, en fait, il a pas vraiment d'histoire fixe pour Max. Et il y a beaucoup de détails qui ont changé. Par exemple, dans le film, je me trompe pas, il a un fils dans le premier, sauf qu'après tu découvres qu'il y a une fille qui est morte. Il y a beaucoup de trucs qui changent en fait, et c'est un truc qui est intéressant par cette histoire et un truc qu'on trouve dans Furiosa avec le fait que la fin, il semblerait, ça a été dit, c'est peut-être ça, c'est une histoire de transmettre d'un récit, d'avoir un personnage qui est un cow-boy, est un chevalier qui va de ville en ville, il lui arrive des trucs et on sait pas trop d'où il vient, il y a que des rumeurs. C'est très intéressant par rapport à cet archétype là, je pense. Ouais, aussi très intéressant. Et il s'intéresse vraiment juste à
pas forcément. Mais moi, il y a une histoire qui m'a fait marrer quand j'ai entendu parler de Furiosa. C'était qu'à la base, Furiosa, c'était juste que sur Fury Road, il y avait George Miller qui, avec ses acteurs, vu qu'il y a extrêmement peu d'explications par rapport à leur personnage, il écrivait il avait fait une fiche perso pour les personnages, pour le personnage de Charlize Theron, de Furiosa et puis de Tom Hardy. Et puis il écrivait avec eux la fiche perso. Ils écrivaient ensemble l'histoire. Et en fait, avec Charlize Theron, ils ont adoré l'histoire qu'ils ont écrit autour de Furiosa et ils se sont tapés un délire en mode oh, ce serait trop marrant, faudrait qu'on fasse un film, c'est trop bien cette histoire. Boum, ils ont fait un film. Du coup, il y a vraiment ce truc-là où, en effet, il a pas une. Mais c'est pour ça aussi qu'il a attendu 30 ans pour faire Fury Road. Il n'a pas forcément une grande saga avec des enjeux politiques dont il a envie de Alors, démettre. c'est quand même ultra sous-jacent. J'allais venir dessus C'est après. hyper sûr, mais tu vois, comparé à un Dune, qui là, pour le coup, a un univers extrêmement réfléchi, extrêmement complexe, justement, et qui parle en profondeur de notre système politique et de nos ressources et tout ça. Là, Mad Max le fait aussi, mais c'est avant tout George Miller qui a envie de nous raconter un chemin, une action, une histoire en fonction de. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est des personnages qui sont. C'est aussi un truc qu'il y a dans le 3 ou dans le 2. C'est un personnage qui n'a rien à voir avec ça, qui se retrouve au milieu d'intrigues de pouvoir en plein milieu, et c'est un truc qui est. Ça sert du décor en fait. Évidemment, c'est pas aussi focus que sur Dune, parce que sur Dune, tu suis quelqu'un qui est un leader directement. Alors que dans Mad Max, tu suis un type normal qui essaye de vivre. Il y aurait beaucoup de parallèles à faire avec Dune, hein, en général. Ah bah, il y a du sable. Oui. Il y a du sable. Il y a énormément de sable. No shit. Non, mais tu vois, sur la critique. L'épice, pardon. L'épice, le pétrole. Olivier, regarde-moi comme ça, j'ai peur. Il y a encore beaucoup ces critiques de la religion et puis des systèmes de croyances qui revient beaucoup dans Dune et dans Mad Max. Et d'ailleurs, dans le cinéma de George Miller en général. De la soumission aussi à l'autorité. Exactement. De la soumission à une autorité et à un récit factice. Et du coup, c'est intéressant de voir que ces méchants, ce sont des méchants qui pervertissent l'histoire, qui mentent, qui changent la réalité avec leur histoire. Parce que nous sommes en tant qu'humains des créateurs d'histoire. Là, c'est un truc que je voulais dire, c'était par rapport à la team Immortan Joe. Par rapport à leur design, il y a un truc, on en avait parlé, où justement, ils représentent un peu les 3 pouvoirs gouvernementaux, où t'en as un, Immortan Joe, qui a une espèce de pouvoir religieux, parce que c'est lui qui est la figure du culte, comme ça, qui a qui est un co-dictateur à toutes les médailles. T'as le mec qui s'appelle, alors c'est Major Kalachnikov, le nom, ça me termine, qui lui est justement le pouvoir militaire et qui lui tient du coup le moulin à balles. Et t'as littéralement la caricature humaine du gros banquier qui mange les gens et qui est littéralement appelé le people eater. Et ça, c'est un truc qui est intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté, quand on parlait un peu quand même politique, alors ça va pas très loin évidemment, mais c'est intéressant de voir comment leur design reflète en fait des trucs qu'il y avait dans le monde d'avant. Oui. Voilà. Après, tous les 3 sont des seigneurs de guerre. Oui, non, mais c'est ça. Et mais comme quoi, c'était vraiment on parlait il y aura toujours des guerres, des trucs comme ça, on parlait de ça, un truc qui revient beaucoup dans toutes les récits apocalyptiques, c'est de revenir au comportement, on va dire, humain du passé. Il y a ce truc-là qui revient, où étrangement, malgré le fait que tout le monde est à moitié à poil en BDSM, il y a toujours cette espèce de société qui se recrée avec les mêmes où je pars très loin, je suis en train de m'écouter, c'est terrible. Non, mais parler de l'avenir pour parler du passé. Voilà. Absolument. Et de réutiliser le passé. Mais c'est surtout intéressant. C'est le but de la science-fiction en termes de genre. Il y a un super bouquin qui s'appelle L'anatomie du genre de John Truby qui a. Mais non, c'est l'anatomie d'une chute. Jeter un truc. Pardon. Alors Maxime vient de pisser, oui. Juste pour vous dire à tout le monde, il est revenu avec 5 ans de moins de QI. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a gardé son micro sur lui. En fait, ses neurones ont sorti de son urètre et sont allés dans les toilettes. En fait, moi, ma grille, c'est mon pipi. Et donc, il y a un film qui... C'est bien, on était en train de partir sur un truc un minimum profond, et là, c'est... il y a... Anatomie d'un scénario. Dans truc avec papier de John Truby, il met avec mots que... Bon, tu sors ta science dans tablette fine où tu tournes... John Truby, féru des techniques de l'analyse, avait expliqué dans Anatomie du genre que la science-fiction est un genre qui nous permet de réfléchir sur comment est-ce qu'on devrait... Qu'est-ce qui nous manque dans le présent? Qu'est-ce qu'on devrait corriger chez nous en regardant l'avenir? C'est parce qu'on prédit quelles sont, en quoi est-ce que nos erreurs
peuvent créer une dystopie. Et donc, c'est en voyant les résultats des erreurs qu'on puisse... Alors, Bah oui, ça crée des expériences de pensée en fait qui te permettent de te projeter plus facilement. Exactement. Est-ce qu'on peut parler du fait que le personnage de ta gueule Tanguy que de Anya Taylor-Joy, vous en pensez quoi du personnage de Furiosa en soi? Pas de Anya, mais de son personnage. Bah, il y a justement, comme tu l'as dit, au sens où vu qu'elle parle pas trop, elle est vraiment pareille elle est très iconisée. Parce que justement elle ne parle pas trop et qu'on est justement dans la construction de la légende Furiosa. Oui. Donc c'est tout le sens d'un préquel, c'est normal. Mais quand même elle va s'inscrire dans beaucoup de mythologies. Justement au départ t'as dit c'est ce personnage de Eve qui se fait enlever du paradis et elle va endosser plusieurs rôles. Au départ justement elle est cette petite fille mignonne qui va survivre grâce à sa beauté et elle va changer son destin justement en faisant un personnage combatif. Et au fur et à mesure quand elle évolue et jusqu'à la fin c'est assez drôle parce qu'elle a cette espèce de double objectif où elle veut se venger, elle veut buter Chris Hemsworth et en même temps elle veut aussi rentrer chez elle. Et elle est toujours un peu tirée entre les deux. Et elle veut construire du positif. Oui. Voilà. Il y a un truc qui symbolise ça. Il y a un truc qui symbolise ça dans le film. C'est un peu la quête de la vengeance qui l'empêche de retrouver chez elle, c'est qu'elle décide de s'arracher le bras où il y a la carte. Oui, c'est vrai que c'est le bras où il y a la carte. C'est vrai que ça, c'est un truc. Et ça c'est génial parce que c'est. J'avais pas capté que c'était le bras. Oui, c'est vrai. Bah oui. Mais vous êtes parce qu'en fait, ils reviennent pas dessus après. Mais justement, c'est bien qu'ils reviennent pas dessus après. Oui, parce que c'est que quand tu te rappelles, c'est que au début justement où elle est tout le temps en train de regarder la carte parce qu'elle sait que si je suis ces étoiles là, machin, je peux aller là. Mais c'est que justement après, où vu qu'elle est focus sur la vengeance, il y a son pote qui c'est Praetorian Jack, un truc comme ça qui est très cool dans le mec. Enfin bref. Qui meurt où là justement elle change de focus. J'étais tellement content qu'ils s'embrassent pas d'ailleurs parce que normal ce serait. Il y a eu une scène ou deux où je me suis dit ils vont se pécho, j'espère pas et justement ça reste. Non, on a tout compris, c'est bien. Tu voulais pas une scène de cul absolument incroyable avec un haboub, genre tu vois les orages de sable? Non, j'ai vu Northman, ça va. Tu vois, ça revient. Non, but I mean, it could be cool. You know, ils sont dans la voiture et il y a le sable qui tape contre les vitres. En même temps, ils se font attaquer. Et t'as le mec avec la guitare lance-flamme qui joue un solo derrière, tu sais, genre. Oui. Ah oui, ça. Et Anya prend le micro, elle fait des bruits, genre dans le micro, comme ça sent sur le. Non, really. No, but I mean. Désespéré. Ok, I'm sorry. Revenons sur charge sérieuse. Mais ce truc avec le bras est absolument génial parce que il y a un truc dans le cinéma américain, ils n'arrivent pas à faire des vrais films de vengeance. Les Coréens savent faire des films de vengeance. Oh putain, ouais. J'ai rencontré le diable. Old Boy, Lady Vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance, bon, quasiment par chez nous en général. Et Devil, genre tous ces films. Et là, ils arrivent à le faire parce qu'il y a véritablement, on sent la tragédie et on sent cette douleur qui est tellement forte qu'elle est prête à perdre son humanité pour pouvoir donc ne pas rentrer à la maison. Fuck you Spielberg. Genre pour. C'est vrai. Oui, pour avoir cette vengeance. Et cette scène avec le bras est géniale parce que on sait qu'elle veut se venger à cause de ce qui est arrivé à sa maman. Soit. Tu as le seul personnage dans le film qui lui traite avec du respect, qui n'est pas là soit pour l'exploiter, soit pour la violer, qui se fait traîner par des motos sur du sable en train de se faire bouffer vivant par des chiens. Pendant des heures autour d'elle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le moment où elle décide, putain, je vais littéralement m'arracher le bras, symbole. Puis lui arracher la gueule. Et d'ailleurs, ça, c'est full berserk. Hein. Je suis face à un événement traumatique et du coup, je m'arrache le bras, c'est full berserk. Ouais, tu rigoles, mais on peut mettre même berserk, on peut le relier, tu vois. Sur ça, absolument. C'est à quel point c'est universel, c'est tout à fait raison. Mais par rapport à la vengeance, c'est berserk. C'est trash, par contre. Par rapport à la vengeance, je dirais que c'est presque pas tellement un film de vengeance par rapport à la conclusion. Enfin, si, c'est un film de vengeance. La conclusion. Enfin, la conclusion. Je vais reformuler ce que je veux dire. La conclusion est justement n'est pas une conclusion vengeresse où elle va y arriver, elle va le buter. Justement, elle arrive à la fin, j'ai l'impression, à trouver cette espèce d'équilibre. Elle trouve même de l'espoir là où elle voulait le tuer, le détruire. Là, son symbole de haine absolue où elle voulait y mettre toute sa couleur, c'était la colère. Bah, c'est là qu'elle a mis son plus grand espoir. Elle a planté la graine dans un terreau de haine. Et il a fait sortir de l'amour et un deuxième Éden où elle cueille le fruit à la fin. Mais exactement. Et c'est pour ça que c'est un film de vengeance dans la mesure où c'est. Non, mais t'as complètement raison. C'est assez fascinant. Mais c'est le fait de prendre cette vengeance et de dire, OK, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut soit rater
elle n'arrive pas à se venger, lui il la bute, Chris Hemsworth la bute ou je sais pas quoi. Soit on fait une scène qui est viscérale ou je sais pas quoi, elle va faire comme dans J'ai rencontré le diable, elle va l'attacher à une chaise. T'en dis pas trop, faut que je le vois celui-là. Oui, ok. Non, mais sache qu'il y a une chaise. elle va allumer ses couilles sur feu ou un truc comme ça. Genre, un truc de malade. Et au contraire, on va faire quelque chose, on va aller au-delà de ça, on va transgresser ce qui est normalement fait. Et il y a sûrement, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez par rapport à ça, mais un truc philosophique là-dedans. Le fait que... Avec l'arbre, avec le fait qu'elle arrive à faire mariage entre l'espoir, la haine, la vie, la mort. Parce que l'arbre, notamment dans cet univers, l'arbre, c'est un symbole d'espoir, de vie, de source, dans les mythes. On parlait d'Yggdrasil, on parlait de tout ça. Mais l'arbre de vie. C'est exactement ce qui est à l'origine de la vie. Exactement. Dans tous les mythes. Et pourtant, cet arbre, c'est quoi? Elle l'a planté sur la bite de Chris Hemsworth. Genre, c'est une scène atroce où l'arbre est en train de lui voler son... c'est quoi le terme? To usurp. Et en même temps, est-ce qu'elle lui a pas rendu service? Est-ce que justement, il a pas accompli son but à travers ça? Parce que tu vois à la fin que Chris Il va leur donner un but. on pourrait développer un petit peu plus sur le personnage de Chris Hemsworth parce qu'on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant justement de ce personnage-là. Il est méga intéressant. Il est génial. Mais il est génial. Chris Hemsworth est un très bon acteur de méchant. Et justement, où à la fin, dans cette conclusion, tu vois qu'il est un peu heureux. Tu vois qu'il sourit. Tu vois qu'il trouve une forme de satisfaction. C'est vrai qu'il y avait j'avais un petit doute, mais c'est vrai qu'il a un visage où moi, je pense qu'il a trouvé une forme de résilience là-dedans, justement, Chris Hemsworth. Donc, il faut comprendre qui est ce personnage-là, justement. Et au départ, on avait discuté un peu hier, Tanguy, mais je trouve ça intéressant ce que tu avais dit. Au départ, moi, j'allais dire que c'est une métaphore absolue du capitalisme, où c'est un personnage qui est un personnage de jouisseur absolu, qui est en train de diriger des troupes. Moi, je dirais ça son ego. Pour Fury Road. Je dirais ça pour Fury Road, du coup. Bah, finalement, oui, c'est vrai que Fury Road, on a vraiment. Comme je le disais, parce que j'en parlais pendant que t'étais là-bas, en plus avec les trois personnages qui sont représentent très bien. Les trois pouvoirs, voilà. J'ai entendu. Et les trois pouvoirs, justement, et du coup, on a vraiment le système en soi, où nous vivons dans une saucisse. Et justement, ce personnage de Chris Hemsworth qui est un espèce un peu un gros débile, et en même temps c'est le plus intelligent de tous les débiles. C'est un César en quelque sorte, où il est sur ses chevaux. En fait, il y a trop de mythologie autour de ce perso, il pourrait tout et n'importe quoi. Sa cape blanche qui a un bout de parachute et tout. Oui, c'est César, Charles Manson. D'ailleurs, il avait fait un personnage, un film que je recommande, c'est Saltan à l'hôtel Royal de Drew Goddard. Très bon. Qui va faire le prochain Matrix, où justement il joue un personnage à Charles Manson qui est aussi et qui est genre en plus c'est vraiment un très bon acteur. Qui fasse plus de trucs. Oui, on l'avait vu ensemble à l'époque, je me rappelle. J'avais bien aimé, je me rappelle. Mais justement, c'est intéressant tout ce qu'il y a autour de ce perso. Qu'est-ce qu'il veut, lui, c'est un personnage qui veut du pouvoir, plus de pouvoir, toujours plus de contrôle. Et c'est là-dessus où justement il est aussi c'était aussi un héros. Un héros. Mais tu vois, c'est un truc intéressant avec les deux camps que tu vois dans le film, c'est que les deux sont persuadés de faire ça pour le bien du Westland. Il y a ce truc. Et j'avais vu en me renseignant sur les personnages, Joey Morton Joe et tout, ils sont persuadés que ce qu'ils font est une bonne chose. Sauf qu'évidemment, ils s'en servent. Toute l'histoire, j'avais vu, parce qu'il y avait des comics et tout, l'histoire il a lancé, pour repeupler le Westland, il avait lancé un programme pour faire des bébés, sauf que finalement, lui, il s'en sert parce que ça devient un truc un peu égoïste, finalement. Ouais. Et ces types-là sont persuadés, c'est pour ça que c'est un côté, comme tu disais, il y a un côté héros. Ces types-là sont persuadés de faire le truc bien. Quand le type dit, venez, il y aura plein de ressources, est-ce que vous voulez, il y pense. Il le pense vraiment. En permanence. Il le dit à chaque fois. Mais même, il y a toujours ce côté... Il y a ce moment où Chris Hemsworth, justement, il va aller pour la première fois rencontrer Morton Joe et faire son discours de « Vous, le peuple, je vous ai compris et battez-vous contre lui et puis moi, je vous offrirai... » Le mec, il arrive en rouge, il se surnomme le Red Dementus. Attends, faut le faire quand même pour pas voir le truc. Il y a un côté, c'est vrai, très... Si ça fait pas communiste, machin... Je suis désolé. C'est intéressant de voir le côté communiste, fascisme, ça peut être intéressant. Mais en tous les cas, ça reste toujours des puissants qui s'entretuent pour du pouvoir et où ce sont des milliers de personnes qui crèvent au milieu. Mais en même temps, tu regardes, il y a un aspect toujours très aussi sexuel dans les méchants, où ils sont tous une forme de violence sexuelle qui a toujours été
mise en avant, et tu vois Chris Hemsworth pas du tout. Genre Anya, il l'a jamais essayé de quoi que ce soit. Il a ce truc où il a une forme de, je sais pas comment expliquer ça, mais il y a un côté où Chris Hemsworth c'est un gentil, j'ai l'impression. Je sais pas comment Lui, l'amener. il est sadique, il torture les gens en les faisant tourner avec des motos, en leur balançant des chiens, mais il a... Sur la fin quand il est en guerre et tout, mais tu regardes. Mais avec sa mère, au début, il les torture sur l'arbre. C'est vraiment pas un bon mec. Et en plus de ça, le côté sexuel, en fait, il a moins le côté sexuel pervers. Well, il a pas le côté pervers. Yes, mais je pense que on n'a pas besoin. Il y a le fric, le gars super bizarre qui veut violer la petite au début, qui c'est le fils d'Immortan Joe. Right. Et où là, il est complètement différent, mais néanmoins, il y a absolument un côté pervers dans le personnage de Chris Hemsworth. C'est suggéré au début où il est en train de parler de la fille et il dit she's mine, genre elle est à moi. And il y a un moment, sa mère a été tuée par des brigands. Right. Et à un moment, il parle. Il y a une autre. Et à la fin, il y a deux choses qui sont indicateurs. Elle lui dit tu as tué une femme pendant que Furiosa est en train de la torturer. Mais c'est vrai, il y a un sous-texte. C'est une rousse et il fait oui, elle était rousse, ses cheveux et même son peu. Et ça s'arrête. Et il allait dire pubis. Et ensuite, tu as le fait que il a toujours un nounours sur lui. Et là, à la fin, là, c'est sur sa bite. C'est le même endroit sur sa bite. Ouais, même endroit où il y a l'arbre. Non, il le met des fois sur son cœur. Mais d'ailleurs, quasiment quasiment tous les personnages ont quelque chose au niveau de la tub. Je pense le banquier là, lui, il a un masque à gaz qui fait littéralement une espèce de pompe. Et ça fait beaucoup penser au personnage de Judge Holden dans Le Méridien de sang. Qui est le western absolu qu'il faut absolument que tout le monde dans cette pièce lise. Ça va changer votre vie. J'y travaille. Oui, read it. Moi, je suis sorti de la pièce. Arrêtez de jouer à Elden Ring ou je sais pas quoi. Regarde Le Méridien de sang. Je suis sûr que ça te plairait en vrai. Non, mais ça va vous plaire. Est-ce que toi, t'as tué la bête d'Elden ? Bah, je crois pas, non. Ah, c'est bon, tu l'as fait. Mais il fait bien mieux. Il fait bien mieux que ça. Mais vraiment, il y a ce côté, on les fait complètement pervers. Et je pense que... Mais c'est une litote, néanmoins. Il y a une séquence, je me rappelle, assez forte, où justement, il est là, le patron de Petroville, là où il le menace. Il a rencontré Immortan Joe. Il le menace avec une espèce de ouais. Je sais pas comment on appellerait ça. C'est une fronde. C'était vraiment. Ah oui, non. Le truc où il a les tétons. Ouais, il a mis. Il est dans une cage avec des. Il a un espèce de merde. J'ai plus le terme, mais genre un piston pour attacher les tétons avec cette chaîne. Parce qu'il est complètement fou. Le mec, il pose comme ça, il saigne là, il a. Justement, tu vois, je vais vendre ma fille. Enfin, c'est ça que je trouve intéressant. Il est vraiment masochiste aussi. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que vraiment, t'as vu, pour rien, il s'est juste attaché les tétons à sa machine et quand il lâche, ça éclate la gueule du gars et ça lui arrache les tétons. Et après, lui, il est en mode oh, pardon, le plaisir m'a fait oublier le nombre. Il y a ce truc où le mec veut jouir. Le mec, il veut du pouvoir. Il veut. Mais il se shoot pendant la scène de torture / meurtre de Jack. Tu sais, quand il y a le truc, il y a un moment, il y a une scène où justement, il y a la caméra qui commence un peu à être distordue. Vous avez dessus, il y a vraiment ce truc où le mec est complètement défoncé à 24. À la fin, ouais. Il est complètement taré. Il dit bon, allez, c'est bon, maintenant je m'ennuie. Ouais, c'est ça. C'est quand même incroyable de dire ça, tu vois. C'est ça, ça y est, je m'ennuie. Je veux bien que ce soit sympathique dans le contexte, mais c'est pas un petit bien. Mais tu vois, ce truc-là, moi, ce qui me terrifie à ce fois dans ce personnage-là, c'est aussi ça, c'est ce côté complètement irresponsable. Je trouve que l'une des scènes que je trouvais le meilleur, l'une des scènes que je trouve trop bien, c'est la scène où on va à Petroville avec Anya et puis Jack, et où tu vois qu'il y a une immense grève, où tu vois qu'en fait il est complètement incapable de gérer ses troupes, il est complètement incapable de gérer et d'avoir le contrôle là-dessus parce qu'il n'a aucune stratégie, contrairement à Immortan Joe qui lui vraiment est dans le contrôle et a une forme de contrôle. Là vraiment lui c'est juste un gamin qui essaie de jouir absolument et puis de prendre le contrôle de tout, mais sans avoir aucune idée derrière, sans avoir aucun parcours politique, sans avoir aucune direction. Non, lui, son kiff, c'est plutôt le pouvoir et la destruction. Ouais, c'est ça. Mais pour le pouvoir et la destruction. Ces gens, c'est des gens qui sont quand même assez libres, entre guillemets, alors que chez Immortan Joe, c'est vraiment des personnes qui sont très soumises. Très enfermées. Voilà. Parce que c'est soumis à une espèce de religion qui va enfermer. Immortan Joe est un espèce de dieu
Tu le vois beaucoup dans Fury Road, ça, où tu vois, regarde, il m'a regardé. Genre, Même ce côté, le côté Valhalla, tout le monde va aller mourir pour lui. Enfin voilà. Du coup, il y a une différence. Mais c'est pour ça que. Pour revenir sur le côté capitaliste, il fait un truc qui est très intéressant, c'est que l'eau, il l'a rebaptisé dans Fury Road, c'était l'Aquacola. J'ai trouvé ça un petit détail, mais j'ai trouvé ça très très drôle. Incroyable. Ouais. Mais c'est intéressant cette bagarre, en fait, ce conflit entre deux antipodes, l'anarchie et le totalitarisme Ouais. qu'il y a dans ce truc, et cette bizarrement peut-être cette quasi impossibilité de trouver l'entre-deux. Parce que ça ne peut être que de la destruction. Right. Que la guerre. Oui, parce que la guerre est père du monde, la guerre est intrinsèque en nous à cause de ce manque de ressources. Et ce Pour citer Fallout, la guerre ne change jamais. C'est ce manque de ressources, mais c'est aussi une très mauvaise utilisation de ces ressources. C'est l'utilisation de ces ressources pour le pouvoir, pour une minorité de personnes, et qui n'est pas distribuée, qui n'est pas entretenue. Et c'est justement cette fin, du coup, qui fait suite à tout ce qu'on a dit, en fait. C'est-à-dire que cette fin, non seulement elle brise un petit peu la mythologie qui a été installée, elle brise un petit peu le récit, au sens où on s'attendait à une sorte de vengeance, et finalement, il y a un espoir qui arrive. On s'attendait à la fin de l'humanité, et finalement, elle crée un nouvel Éden. Où est-ce qu'elle le crée? Dans l'endroit le plus profond des abysses, qui est Chris Hemsworth, qui est sa bite. Mais je pense que c'est ça. C'est au niveau de la Terre. Ouais. Après, c'est intéressant parce que la citadelle, je suis en train d'y penser maintenant, est-ce que c'est pas aussi une petite allégorie de la tour de Babel en quelque sorte? Je pense qu'il y a un peu de ça pouvoirs. aussi, oui. Surtout que t'as littéralement en fait un jardin juste au-dessus qui peut faire jardin d'Éden aussi. Ouais. La dernière image de Fury Road, c'est elle qui monte, qui s'élève justement pour retourner à la citadelle. Il y a quand même ce truc qui... C'est là tout son génie, c'est arriver à évoquer une mythologie en quelques images. C'est comment il va aussi évoquer la guerre de Troie en faisant un cheval de Troie au début du film où il fait rentrer justement Chris Hemsworth fait rentrer un camion dans Pétroville, et c'est comme ça qu'il arrive en infiltrant. C'est comme ça qu'il arrive. Cheval de Troie. C'est un cheval de Troie. Comment il arrive du coup à réévoquer ses souvenirs. Donc tout le film n'est que ça. Toutes les scènes ne sont que réévocation d'une mythologie. Et ça, c'est assez beau. Non, absolument. Au début, je pensais quand même que il y avait des choses qui étaient vraiment cons au tout début. Il y avait bien sûr le CGI qui était très visible. Il y avait quelques... Bon, je ne vais pas le dire ici. Quelques détails où je me suis dit, OK, là, c'est George Miller qui lèche les bottes d'Hollywood. Il y a des moments où les personnages font des choses qui sont absolument débiles. Genre, ils ont kidnappé une fille. Il y a des gens qui sont en train de la chasser. On lui met dans une tente complètement séparée des autres soldats, sans aucune défense du tout. La mère qui essaye de sauver la fille, elle est tellement badass qu'elle fait des choses qui sont impossibles, à part si les méchants ont un QI de 10. Mais après ce premier chapitre, là, ça devient du génie. C'est vrai qu'elle a tu vois, même le côté comme tu disais. Elle prend plein de mauvaises décisions. Hein. La petite, elle fait un peu n'importe quoi. Mais tu vois, même ce côté où tu disais, eux, ils sont pas, il y a pas de sécu, rien. Encore une fois, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ce groupe-là. C'était chez Morton Joe, il y a quand même un coffre-fort pour ces femmes. Alors que là, c'est l'inverse, justement. Ils lui disent, ouais, on va laisser ça là, t'inquiète. Ils sont dans l'anarchie complète, eux. Yes, mais... Alors après, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, la partie, les types sont complètement inconscients, c'est justifié, parce qu'ils sont débiles. Mais, après, elle est un peu trop... Ils sont débiles, mais Chris Hemsworth vient de trouver une fille qui est, je sais pas, intacte, healthy, je sais pas comment dire ça. Parfaite, biologiquement. Right, exactly. Et donc, genre, le gars est peut-être un peu fou, mais il n'est pas trisomique. Genre, il sait que des gens veulent chercher cette fille. Il va pas lui mettre n'importe où et sans aucune protection. Et ils savent en plus qu'on leur a tiré dessus il y a pas longtemps. Et ils vont rien faire pour essayer d'avoir des précautions contre ça. Ils savent qu'ils sont en train d'être chassés. C'est vrai que je me suis demandé quand même qu'il y a 2 mecs qui se font shooter juste devant le camp. Et c'est vrai que je me suis dit, je sais pas, peut-être qu'ils s'en foutent. Oui, je pense que pour moi, c'est vraiment qu'ils s'en foutent en fait. Right, mais il y a un moment où tu te dis, OK, si vous êtes aussi con que ça, impossible que vous êtes encore en vie. Je suis désolé, mais c'est... Bah ils ont perdu, hein.
Oui, mais Bah, ils après- se font éclater pendant tout le film, ça devient des losers. Hein. il meurt après quoi? Il se après démerde bien 20 quand ans. même, Chris Hemsworth. Ah, lui, oui, il se alors, démerde bien, mais entre-temps, il est Ouais, pote avec. Il était, parce que tu vois, il était avec un des gangs, le gang de la pieuvre, là, je sais pas quoi. Octopussy. Lui, il a fini par. Il lui dit, après le coup de cheval de Troie, ouais, t'es une ordure, machin. Tout le monde finit par abandonner. T'as une énorme émeute à Pétroville. Ouais. Il finit tout seul, tous ces hommes se font buter. Non, t'as quand même ce truc. Mais quand même, ça lui prend au moins 20-25 ans pour mourir. Où tu te dis, Oui. quand même, c'est juste, je comprends totalement que les gens peuvent faire des choix moins que rationnels, mais il y a un moment où tu te dis, là, c'est de la survie de base. Des gamins de 5 ans pourraient savoir que cette tente doit être sécurisée. Mais c'est juste des détails comme ça, hein, genre pour le premier chapitre qui m'a un peu déçu. Mais après, c'est pour revenir sur ce qu'on disait, on a une odyssée à 1000 feuilles. Il y a tellement de niveaux d'interprétation qui est et pourtant c'est un film d'action, un film d'anti-action. Je trouvais ça intéressant aussi comment il fait, par rapport aux ellipses. Il fait beaucoup d'ellipses. Beaucoup. Il fait beaucoup d'ellipses et à des moments où je me serais dit, mais pourquoi faire une ellipse maintenant? Au moment où elle rencontre Jack, elle va devenir le copilote et du porte-guerre. Et tu sens que là, ils vont commencer à vivre des trucs ensemble. Il va y avoir un entraînement où ils vont évoluer ensemble. Tac, ellipse, 5 ans plus tard. Ou je sais pas si c'est 5 ans, où on n'a pas du tout vu leur relation, leur évolution à tous les deux. Il passe dessus, ça l'intéresse pas. Il va y avoir une guerre immense. Il passe dessus, il nous fait juste un. Enfin, non, il passe pas dessus là, c'est intéressant. Il fait vraiment un. Il y a eu la guerre des 2 jours, la guerre des 100 jours, il y a eu tant de guerres, et puis du coup, il le rentre vraiment dans le schéma mythologique. Mais pareil, à la fin, t'as Anya qui est en train de poursuivre Chris Hemsworth, qui lui, il s'engage dans un brouillard, non, pas dans un brouillard, il s'engage dans une tempête. On se dit, ouais, ils vont faire comme dans Fury Road, il va avoir une bataille dans la tempête tous les deux. Non, il coupe directement. Chris Hemsworth, il est endormi et puis il attend que la tempête soit finie. Et c'est intéressant de voir, encore une fois, je sais que du coup, il veut faire un peu son anti-Fury Road où il va pas aller taper de l'action. Et en même temps, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il a choisi de raconter. Qu'est-ce qu'il avait envie de montrer. Quel rythme il avait envie de tenir. Et justement, de couper ça, c'est aller juste choisir des instants qui sont du coup des contes. C'est des mini-contes. C'est pour ça que je trouve que pour une fois, le chapitrage est intéressant. C'est que en réalité, c'est les 1000 et une nuits un petit peu. Ok, mais il est très moche. Il va raconter des petites histoires autour de la légende de Furiosa. Intéressant. Il la constitue de mini-récits. Mais d'ailleurs, c'est pour ça. Alors j'ai un truc. The Northman aussi, t'avais ce côté chapitrage récit. Je me souviens bien. Pas au même niveau. Alors, non, pas au même niveau, mais il y avait du quand tout. même ça. C'est ça que je veux dire, c'est qu'effectivement, si on le voit de ce point de vue-là, ça fonctionne complètement. Aussi, oui. Contrairement à. Non, je vais être méchant si je dis ainsi. Non, absolument. Il y a la trahison du début, le gars dans le canoë qui est en mode I will kill you, uncle. I will avenge you, father. I will save you, mother. Et ensuite, ça, c'est la trame narrative qui va diriger aussi, tout le du truc. coup, même visuellement, est très proche. Il y a beaucoup de trucs, l'arbre et tout. Mais Northman, néanmoins. Pardon, réflexe. Northman, néanmoins, je ne pense pas qu'il y a les mêmes sortes d'ellipses dans la mesure où tu as véritablement une continuité. Oui, évidemment. les- Après, c'était vraiment pour dire que c'était cette idée où les thématiques en soi sont les mêmes et qu'elles fonctionnent aussi sur ce système d'héritage, de légende, de trucs comme ça. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Mais après, oui, évidemment, c'est loin d'être le même film. Surtout, c'est pas le même tempo. Puis, ça, c'est... Est-ce que vous avez noté la référence à Darwin Oui, par oui. de Manchus, quand il dit Ah oui, quand il les fait se battre pour... Ouais, on va danser pour Darwin dans le 2e chapitre. C'était marrant. C'est vrai que c'était marrant. Putain, il est génial, Chris Hemsworth dans le film. En regardant Fury Road et Furiosa chez moi, faites l'expérience de regarder Fury Road et de mettre Fast and Furious à côté, dans les derniers. Regardez les scènes d'action, comment elles sont découpées. Regardez comment elles sont découpées. Okay. Et c'est fascinant parce que Fury Road, tu vois que tout a un découpage millimétré. Oui. Même Furiosa, tu regardes le film, ce sont des plans très réfléchis, très centrés, très efficaces et qui ont tous chacun une intention, une direction. Oui. Et à l'inverse, du coup, d'un
Fast and Furious, qui pareil, film de la bagnole. Ouais. C'est 8 caméras qui filment en 8 angles différents et puis Ouais. on verra au montage. Mais c'est vrai que c'est un truc qui m'a marqué en revoyant Fury Road, c'est que alors que le film est limite dès qu'il y a une scène d'action, c'est constamment accéléré, c'est ultra brutal, et ben pourtant tu arrives à suivre toute l'action. Parce que des films ultra cotés n'arrivent pas à faire. Parce qu'ils Comme ont quoi, quand tu fais des efforts. sur Fury Road, ce qu'ils ont fait, c'est très intelligent mais très simple. C'est que toute l'action se passe au centre de l'écran. Oui. Dans Fury Road, vous regardez tous les plans, tout est centré au milieu. Du coup, t'as pas à Du coup, te t'es tout- paumer, machin, T'es pas t'as en pas train à de chercher. t'es pas en train de chercher l'action. Ouais. Elle est au centre. Tu regardes au centre. Ouais. Et ce qui fait qu'il peut s'enchaîner 8 plans et surtout qu'il aime bien un truc, George Miller, c'est faire des espèces de petits montages jump cuts où il met des images subliminales presque, où il va avoir au moment où il y a un impact par exemple, tac, t'as 2 frames qui se superposent avec un regard, une explosion et tout, et il peut l'enchaîner. Mais vu que il a cette science du plan efficace, du plan qui te raconte quelque chose et qui sait où il va, il a un savoir-faire énorme par rapport au cadrage. C'est un vrai réel finalement. Et il arrive à te faire saccader 3 plans, 3 frames comme ça, et que tu arrives à comprendre, tu arrives à voir ce qui s'est passé, tu peux l'expliquer. D'ailleurs, c'était pas exactement le même cas pour Furiosa, je crois, mais Fury Road, par exemple, il n'y a pas de scénario. Ce n'était qu'un découpage. Le film était juste un storyboard immense. Alors je dis ça se ressent, je dis pas ça en mal, mais oui. Mais du coup, c'était rigolo de voir que Tom Hardy et puis Charlize Theron n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Wow. Aucune. Prenez note, Lucasfilm, pardon. Et ils étaient pas, juste par curiosité, j'avais entendu qu'ils s'entendaient pas bien. Non, ils se détestent. Ouais, ils se sont rabibochés. Charlize Theron. Ils se sont rabibochés. Apparemment, elle est insupportable sur le tournage. Je dis ça. Je pense que Tom Hardy, ça doit être un bon délire aussi. Mais oui, apparemment, ils se sont réconciliés. En fait, c'est très touchant parce que regarder l'histoire de Fury Road, ça a mis 10 ans à être fait. Et le tournage a été un enfer. Il a été repoussé 3 ou 4 fois. Ça a été horrible. T'avais les acteurs qui s'engueulaient sur le tournage, qui s'engueulaient aussi avec George Miller. Il y avait une très mauvaise ambiance entre ces 2 acteurs et puis George Miller. Et c'est très beau de voir qu'à Cannes de 2015, quand le film est sorti, et que tu as Charlize Theron et Andy qui ont vu le film et qu'ils ont enfin compris ce qu'ils faisaient depuis 2 ans. Ils ont enfin compris qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et tu vois que tu as Tom Hardy qui était sur scène et qui s'est excusé auprès de George Miller, qui a dit excuse-moi George, t'es un génie, j'avais pas vu ça, je te donne des excuses. Et puis après ils se sont rabibochés, du coup c'était très beau. Je l'avais vu en live au Grand Rex parce qu'il faisait l'avant-première en parallèle, en grand large. Et en fait, il te mettait sur le petit écran du bas toute la montée des marches avec les gens qui arrivent dans la salle et tout. Et après, il coupe et t'avais le grand écran qui descendait. Et alors, ça m'a rendu dingue. Ce film m'a rendu dingue. Voilà, c'était un petit truc, mais je vais me le remater là tout à l'heure. Là. Je vais me chercher mon Blu-ray Steelbook. Avant qu'on conclue, la question la plus importante. Anya Taylor-Joy ou Ana de Armas? Oh non, on arrête. Ça suffit. C'est c'est moi qui vais te taper là. C'est bon. Ok, pardon. Du coup, par rapport à la suite de la saga Mad Max, Anya Taylor-Joy. Et non. Là, pour l'instant, par rapport à la suite, George Miller a encore envie de faire des films Mad Max. Je lui souhaite, j'en veux en voir 40 des films s'il le veut. Là, il y a une suite où apparemment il y a Tom Hardy qui va revenir dans le rôle de Max et ça va s'appeler Mad Max Westland. Si j'ai bien compris. Mais au rythme où il fait des films, là, ça va être peut-être dans 10 ans parce que c'est dur à faire des Mad Max. Mais il a des films annoncés. Moi, je suis totalement partant, mais je sais pas si ça va vraiment pouvoir se faire parce qu'encore une fois, Furiosa fait un énorme bid pour l'instant. Vraiment, c'est un énorme bid. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, c'est de l'échec. Pour l'instant, ça fait qu'une semaine. Mais en termes des chiffres pour une semaine, c'est en dessous de toutes les prédictions. Absolument toutes. C'est ça. Et moi, je le confirme pour travailler dans un cinéma. La semaine dernière, on avait Planète des Singes, on faisait des salles complètes, il était dans 4 salles et tout. Mais c'est si bien que ça, c'est dingue, ça m'a pas... Alors, en fait, le truc est à Furiosa... Ils sont bien les 3 premiers. Furiosa, on a personne. Dans mon cinéma, on a personne. En fait, ce qui est bizarre, c'est que dans Furiosa, vu qu'il y a moins de 12 ans, ils emmènent pas leurs enfants, les parents. C'est vrai que... Oui, il y a un peu ce truc-là aussi. En vrai, parce que comme ça, t'as pas une séance de Dune 2 où t'as une gamine qui part. Non, excusez-moi. T'as juste des gens qui se font démembrer à 200 km/h sur l'autoroute et arracher le bras avec une roue, ça va. Une gamine qui veut se faire violer. Oh, non, mais c'est vrai, quelle horreur. Moi, j'emmène mes enfants.
Moi aussi. Bien sûr. Aussi. En vrai, oui. Je le retiens Bien les yeux sûr. comme ça, En je vrai, leur mets des premier pinces degré. comme dans... Évidemment. En Genre, vrai, premier degré, moi je leur montre Mad Max, hein, mes gosses. tu le montres pas? Si, je leur montre. Oui, bien Si, sûr. je leur montre, évidemment. Bah oui. Oui. Après, je regarde The Raid avec eux. Non, mais tu les emmènes. Exact, ouais. Non, mais tu les emmènes voir Mad Max. Et ensuite, juste par coïncidence, tu les emmènes dans un magasin de Harley Davidson. Par coïncidence, Après, c'est. tu vas Par faire regarder coïncidence. Hérédité parce que Et t'es un tu- fou. et tu- Et tu les laisses se balader comme ça. Right, exactly. Après, tu voles et tu pars avec la Harley Davidson et puis avec les deux gamins comme ça sur la route et puis tu. Non, passes dans la c'est rue. eux qui partent avec. Ah, ok. Toi, t'es en train de distraire le mec. Ah, ok. Waouh. Ouais. Ah ouais. Ça ferait un super autre préquel dans le préquel. Bah, au moins, tes enfants font un truc cool. Ouais. Oh, papa, j'ai eu 16 ans maths. Nul. Et alors Genre, Et alors Est-ce que tu fais les courses-poursuites ouais, ton gamin a volé une Harley. Bon, il va faire carrément. Est-ce que tu peux mettre du carburant dans ton moteur avec ta piste, putain? Nouvelle émission de Ça, faut CTA, boire de les l'alcool, conseils gamin. familiaux. Faut que tu boives au moins une verre de vodka par jour pour que tu sois tout le temps avec 3 degrés et que ta piste pouvait être un combusteur. Ah, putain. putain, drunk tout. Oh, drunk. Mad Mikkelsen. Tout drunk, tout furious. Mad Max, Mad Mikkelsen, tout est Non, lié. mais pour Mads. Mad Max. Max. Genre Mads Mikkelsen. Oui, Mad Mad- Mikkelsen. ouais, ouais. Mad Max. Mads Max. Oh ouais. On est intelligents, nous. Ah, c'est génial. Oh putain. Bon, vous attendez la suite? Oh, bah oui. Merci. Ah, yeah. Je suis très impatient de la suite. Est-ce que vous avez un mot pour conclure par rapport à ce film Stoppy. Je vais te défoncer. non. Un mot, Olivier. Juste un mot. Non, mais un mot. Non, un mot dans le sens subjectif. Bref. Non. J'aime beaucoup Anya Taylor-Joy. Je la trouve extrêmement belle. Et il y avait une petite. Je te rappelle que t'es période. le seul mec en couple autour de cette table. Mon numéro s'affiche en bas de l'écran. T'as une voix en IA, tu sais, un peu robotique qui fait genre 06, 84, 60. J'ai des chiffres au pif, c'est pas le mien. Mais imagine quand même. Non, mais il y a eu en effet un hiatus après le Northman où j'avais un peu oublié Anya. Et là, ma copine a encore une nouvelle concurrence. Yeah, Oh mon yeah. Dieu. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais bon, on peut Léa. trouver des solutions. Hein. Léa, pour conclure. Ah ben j'ai trop hâte de voir le prochain. J'espère que ça va pas mettre trop de temps. Et puis faut que je passe mon permis. C'est vrai. On va tous Dites. passer notre permis, mais pour les bonnes raisons. À Paris. Qu'est-ce qui est pire que Westland? Paris à 18h. Ah bah ça, Châtelet, Matt Châtelet, moi je te le fais. Hein. Je te fais un film là-bas. Je l'appellerai, ce sera pas Furiosa, ce sera Hidalgo. Et ce sera sur la Seine. Et ce sera que des jet skis. T'inquiète, hein, Westland, c'est cet été, c'est les JO, hein, ça va être marrant. Ouais, c'est à j'ai hâte. Bon, c'est quand est-ce qu'on se revoit ensemble là? C'est quoi les prochains films qui arrivent là? Encore Oh. J'en ai aucune putain d'idée. Je sais qu'il y a Joker 2. Si, il y a Deadpool et Wolverine. Joker 2, c'est pas tout de suite. C'est en septembre, novembre, je sais plus. Non, quel mois? Ah oui. Oui. Oh, Eh, vous voulez pas faire Deadpool Wolverine? non. Coppola, il est Coppola, non, Non, c'est pas Le annoncé. Coppola, c'est pas annoncé. Megalopolis, c'est pas annoncé parce qu'il n'y a pas de distributeur, parce qu'il n'y a pas de. mais c'est quoi cette Il y a pas de histoire producteur. On est dans la merde, le monde Non. va brûler. Oh my god. Non, il n'y a aucun distributeur pour l'instant qui est pas à sortir le film. Le film est juste fait, il a été produit La entièrement guerre par des Coppola, mais studios. sinon, il y a personne qui est chaud pour être derrière lui encore. Par contre, quand il sortira, on va en parler de Megalopolis, c'est obligatoire. Obligatoire. Il y a Ah bah aussi, ça. dans les films qui sont passés à Cannes, il y a aussi L'amour ouf que j'attends beaucoup de Gilles Lelouch, là, hein, une comédie Il y a musicale. le Jacques Audiard. Jacques Audiard, Jusqu'à Selena Gomez, Emilia c'est pour ça. Pérez. Emilia Pérez, très très envie de le voir aussi. The Substance, énormément de bons retours sur Substance, ultra violent apparemment. Lequel? J'ai Ouais, pas un son nom, petit mais je te peu mood de Cronenberg et tout, apparemment. C'est très Alors, cool. par contre, le prochain Cronenberg a l'air à chier, apparemment. Ouais, les linceuls là, Il apparemment. paraît que c'est encore pire que le crime du futur. Oh non. Je Apparemment, plaisante. c'est- Non, moi j'ai pas aimé. Moi j'avais pas aimé. Donc à voir. Mais Moi, The non. Substance, pourquoi pas. Moi je suis The chaud. Substance. Ouais, donc il y a pas mal de C'est films mon qui trip. arrivent. Il y aura Joker 2 en fin d'année. Et du coup, il y a quand même pas Ouais. mal de bons films à annoncer. Il y a Kinds of Kindness, il y a Anora, il y a Emilia Pérez. On a du boulot. Pardon? On a du boulot. Ah, du boulot. Oh, yeah. Oh, il y a le Comte de Monte Cristo aussi. Oui, Yeah. Qui va c'est arriver. pas si mal apparemment. Apparemment, il est bien. C'est ça. Contrairement. Mais j'avais abandonné, ça a l'air aux deux. cool.
franchement. Ouais, j'ai vu pas mal. Ah, par contre, putain, les 3 Mousquetaires 2, C'était éclaté aussi. Dieu, c'était moche. On a fait un podcast. Suivez-nous sur YouTube, Ouais, Instagram on et dit que c'est TikTok. nul. Ah, on a spoilé. Suivez-nous sur les réseaux sociaux si vous voulez plus d'informations et aimer notre contenu. Nous sortons un podcast tous les mois du nom de Interséance avec tous mes joyeux amis juste ici présents. Sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine. De bailler, toi. Je suis fatigué. Des gros bisous Ça à va vous. prendre- malheureusement, ça va prendre un petit moment parce que je loue cet appartement et donc c'est la dernière fois qu'on va tourner ici jusqu'à mi-septembre. Juste pour vous dire. Donc t'es en train de dire qu'on est à la rue, là, on est SDF. Yeah. Oh, Eh moi, ben, la vous fuck, allez venir chez Oh, moi. oh. Eh bah, let's go. On va aller Let's chez Tanguy. À plus tard, chez Tanguy. Et au revoir tout le monde. Arigato gozaimasu. Ah, pardon. Bye bye.